le les autres, conséquences. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment, faire porter son avis, son expérience, vers, les médecins ou les professionnels ou, et avec plein d'autres applications, qui sont assez larges, on va le voir ici. Donc, nous, en tout cas, c'était, notre contexte, c'est plutôt celui-là, c'est que les principaux acteurs, concernant l'autisme sont des organisations de parents, que ce soit des organisations de parents, juste militant pour des interventions, spécifiques, qu'elles souhaitent ou des associations gestionnaires qui, là, gèrent des établissements, plus largement, donc qui proposent aussi un soin, une forme de soin et aux personnes concernées, mais qui sont dans des conditions en dehors, des lieux de vie et de façon, ségrégée. Ensuite, il y a les professionnels de la santé mentale, qui sont souvent alliés aux parents et qui, qui en fait, imposent leur logiciel. Les parents, sont plus là pour le transmettre. Et ensuite, les institutions, spécialisées évidemment qui structurent, le système français, dans la plupart, des cas. Et après, une configuration aussi particulière par rapport à cette expertise-là, puisque l'expertise se place par rapport à l'État et donc à sa politique, sociale, de solidarité, et les principaux interlocuteurs sont donc les associations, représentatives du handicap, le gestionnaire ou des parents. Donc voilà, on a une expertise déjà en fait là-dedans. L'expertise, une sociologie de l'expertise, comme sociologie, l'AIAS peut montrer, c'est cette expertise-là qui permet de reconfigurer les politiques de l'autisme et et faire ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc nous, l'expertise, elle peut être réappropriée et ensuite, opposer une autre forme d'expertise, à cette, configuration. Voilà, donc une des valeurs de l'association, c'est effectivement l'auto-représentation, mais l'auto-représentation, ça recouvre, beaucoup de choses. Ça recouvre à la fois la self-advocacy, qui, veut dire juste prendre la parole pour soi-même afin de défendre tes intérêts et donc on avait vu ce panorama-là, depuis, depuis les années 60, heu, avec, des personnes handicapées intellectuelles ou trisomiques qui, pour la première fois, s'étaient exprimées, heu, de façon, libre. Et puis ensuite qui ont pris la parole après. Les mouvements des droits des personnes handicapées, Disability Rights Movement, ça c'est aussi une expertise en dehors des professionnels et une expertise libre. Et puis ensuite, ça débute, dans les années 70 aussi du côté de la psychiatrie avec les survivants de la psychiatrie. Donc en France aussi, hein, évidemment, il y a eu énormément d'expériences, par les concernés et psychiatrisés dans les années 70. Hem Et puis, depuis, années 90, donc c'est plutôt les collectifs autistes, qui peuvent regrouper, toutes ces personnes-là avant, hein, parce que le diagnostic a changé. Et donc, c'est au début des années 90, que l'Autism Network International, est la première association, d'autistes, aux États-Unis. Du coup, les valeurs, de l'association, c'est cette expertise-là, elle a des applications dans différents domaines. Mais sans doute d'autres aussi qu'on peut discuter. Mais la recherche, voilà, est-ce qu'on améliore la recherche? C'est une position possible. Ensuite, il y a les politiques publiques, quand les personnes concernées sont consultées uniquement sur, leur expertise, usage. On peut parler de savoir autiste aussi, mais c'est pas forcément uniquement dédié au système, hein, ça peut être juste entre nous. Et puis ensuite, produits culturels, donc une conférence aussi là-dessus. Les objets culturels sont construits avec nous. Voilà et donc quelques exemples, de recherche inclusive, mais bon ça c'est plus déjà dans un expertise, vraiment assez large. C'est pas que que des choses médicales, hein, ça peut être, heu, une autobiographie ou, des témoignages, rescapés pour, présenter, comment une institution a été violente, envers, les personnes. Donc et puis après, évidemment, court et long métrage parce qu'un art, c'est peut-être quelque chose aussi qui est spécifique, que d'autres personnes non concernées n'auraient pas,
la même vision et la même expérience. Donc voilà, donc j'ai repris Twitter parce que bon, je ne vais pas trop non plus faire plus. Mais donc, tu peux te présenter, je pense, Alena. Euh, euh, Tu peux déjà commencer peut-être sur introduire un sujet de ton point de vue par rapport à tes recherches, de façon à essayer de faire une transition avec Régis ou Régis pourra compléter plus tard au milieu. Parce que voilà, je pense que tu as soulevé énormément de points euh, et et de sujets qu'on peut aborder. Oui, bah, comme tu veux. Oui, si Ouais, tu si tu veux, après. Voilà. Non, non, ça me va très bien si ça te décharge. Mais juste déjà, c'est un peu formel, mais Ouais. merci infiniment quand même de m'avoir proposé ce moment et merci à tout le monde voilà, d'être là. Et c'est effectivement, oui, il y a beaucoup de choses qui font écho et qui m'intéressent. Donc du coup, moi, je suis chercheuse en philosophie politique et en santé mentale. Donc je suis diplômée en sociologie de la santé mentale avant la philosophie, mais je fais la jonction des deux, mais je ne vais pas faire une présentation académique parce que ça a beaucoup moins de sens ici que dans justement des structures où il est important de montrer une carte de visite très, très institutionnelle. Donc moi, enfin, je suis toxicomane depuis 15 ans, je suis sevrée depuis plusieurs années, donc sevrée et sobre. Mais j'ai un long parcours de soins psychiatriques, dans le champ des soins psychiatriques. J'ai été hospitalisée en psychiatrie, j'ai fait 3 cures de désintoxication, j'ai un suivi ambulatoire. J'ai eu des errances diagnostiques, parce qu'on n'est jamais toxicomane, entre guillemets, comme ça, même si ça n'a pas de sens dit ainsi, mais voilà, il y a toujours des raisons, je dirais, sous-jacentes, émotionnelles, personnelles, etc. Donc voilà, moi j'ai eu des diagnostics de psychose, de troubles divers et variés, enfin en tous les cas qui m'ont amené dans beaucoup de champs du soin psychiatrique, dont j'ai énormément souffert, et j'ai essayé en parallèle de faire des études, et en fait à un moment tout ça c'est télescopé ou c'est additionné en tous les cas l'un avec l'autre. Donc ça m'a beaucoup questionné. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la présentation que tu... Pardon, je tutoie, je pars du principe que je tutoie. Dans la présentation que tu as faite et de ce que je connaissais de l'association, c'est cette idée-là, c'est que je le dis en toute transparence avec vous aujourd'hui, d'autant plus, et je suis contente de pouvoir le dire en toute transparence avec vous, c'est que j'ai une étiquette et une carte de visite, encore une fois, institutionnelle de chercheuse, ce qui est une partie de mon identité, ce qui ne me définit pas, mais ce qui est une partie de mon identité. Par ailleurs, je dirais, je suis chercheuse par nécessité, entre guillemets, parce que j'ai vécu des choses qui m'ont interrogée sur effectivement la façon dont le soin psychique est pensé, la façon dont le handicap est pensé en France, la façon dont la prise en charge est effectuée, et évidemment la façon dont on est traité je veux dire, au sein de ces institutions-là qui sont censées être des institutions originellement pourvoyeuses de soins, ce qu'on appelle en anglais le caregiver. Sont censés être des lieux pardon, caregiver, c'est donneur de soins, pourvoyeur de soins, qui sont censés être des lieux au sein desquels chaque individu est quand même pris en charge au sens premier, alors même que je ne vous apprends rien si je vous dis que ce sont des endroits qui ne sont pas safe finalement pour nous, qui font la plupart du temps plus de mal que de bien. Donc j'ai axé mes recherches là-dessus, et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites, c'est que pour partir d'un point de vue personnel, c'est que moi je me suis rendu compte en fait que l'on commençait à m'écouter, ce que je rebondis Thibaut sur la question de la prise de parole, la self-advocacy. J'ai un anglais minable, donc pardonnez-moi. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que moi, je me suis rendu compte que l'on m'écoutait, qu'on le commençait à m'écouter, que j'étais audible à partir du moment où j'ai eu cette étiquette justement institutionnelle. C'est-à-dire à partir du moment où ce que tu disais très bien et ce qu'il y a dans le déroulé de l'après-midi, l'épistémologie, c'est-à-dire être capable de dire, moi j'ai un savoir, j'ai une expertise scientifique. Moi, je suis sociologue de la santé mentale, je suis philosophe, donc je peux vous parler de ça. Et là, on m'a écouté.
Mais avant quelques temps, où j'ai fait un espèce de coming out, personne ne savait que j'étais concernée. Mais les gens m'écoutaient parce que je suis chercheuse. Et que ça me conférait une légitimité sur la scène sociale, alors même que je souffrais du fait, je pense que peut-être certaines d'entre vous ici sont ou ont été concernés par ça, vous savez ce que ça fait, ce truc de vouloir dire mais je suis concernée par ce que je dis et ne pas pouvoir le faire. Et c'est hyper frustrant, voire douloureux, enfin c'est vraiment très difficile. Et en fait, il y a quelques années, parce que j'étais aussi défoncée tout le temps, parce que je prenais beaucoup de médicaments qui ne sont pas aidants d'un point de vue cognitif, hein, pour très clairement, pour passer des journées simples, eh bien, on ne m'écoutait pas. Parce que j'avais pas le bon vocabulaire. Hein. Tout ça est un apprentissage. Hein. Moi, ce que je dis en rigolant, mais c'est vrai, en plus, c'est pas mon milieu social d'origine. La philosophie, c'est une langue, c'est une troisième langue, quoi, pour moi. Je l'ai vraiment apprise. J'utilise des mots qui sont pour moi pas de ma langue, mais si je veux être comprise par d'autres personnes, alors il faut que j'emploie ces termes. J'ai compris, je joue ce jeu-là et ça me crée des tensions internes aussi de me voir jouer ce rôle-là qui ne me plaît pas. Mais donc, il y a quelques années, je n'avais pas ce langage. Je parlais même pas de la façon dont je parle, dont je m'exprime. Il y a un habitus aussi langagier dans la façon dont je m'exprime. Et du coup, on m'écoutait pas. Je criais, je gérais pas bien mes émotions, je pétais des câbles, je me mettais à pleurer, j'arrivais pas, j'avais une colère que j'avais besoin d'exprimer et qui exprimait les mêmes choses que ce dont on est en train de parler aujourd'hui avec un autre vocabulaire, mais on me disait, en plus, il y avait une dimension un peu sexiste, enfin un peu clairement sexiste par ailleurs, et puis raciste à d'autres égards aussi, hein, mais de dire, oh là là, elle fait sa crise d'hystérie, il faut aller lui mettre une piqûre de tertian parce que là, elle s'énerve, elle dit que la psychiatrie ceci, que la science cela, que les médecins machin, mais elle est juste complètement folle et démente, quoi. Donc il y avait un truc et psychophobe, et sexiste, et raciste, et classiste, enfin je veux dire, c'était la totale. Et puis d'un coup, je me suis sevrée, j'ai arrêté la drogue, je me suis prise en charge, j'ai fait d'autres choses. Et puis, je me mets à parler voilà, de la façon dont là je parle, dont je m'exprime, avec des termes. D'un coup, là, tout le monde s'est mis à m'entendre et puis on m'a invité à écrire des articles. Et en fait, je trouve ça terrible, la réalité de cette condition-là, en fait, de dire, eh bien, on vous écoute, et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on vous écoute, mais uniquement si vous avez notre langage, nos mots, nos concepts, notre manière de parler. C'est-à-dire qu'on ne m'écoute pas pour ce que je suis en tant qu'usagère de la psychiatrie, alors même que c'est ce discours-là que je rapporte, mais on m'écoute parce que je suis chercheuse. Et en réalité, j'aurais presque pu dire aujourd'hui, parce que j'estime qu'on est entre pairs et entre adelphes, j'aurais presque pu changer cette petite... Bon, du coup, tu ne vas pas demander pour les trucs, mais j'aurais pu dire, j'aurais préféré me présenter comme usagère de la psychiatrie, par exemple. Oui, oui. C'est pas contre toi que je dis ça. C'est mieux que tu le dises, j'ai appris juste tout. Mais je voulais pas trop. Non, il n'y a pas de... Non, mais du coup, c'est bien parce que... Donc voilà, pardon, ça fait un petit peu long et je suis très mauvaise pour la concision, qui est aussi quelque chose qu'on demande en recherche, mais que je n'ai pas naturellement. Voilà, pour la première bribe de présentation, en rebondissant sur ce que tu avais déjà dit, eh bien, voilà, c'est ma première contribution. Ouais, donc du coup, ouais, c'est très intéressant parce que justement, nous, on a eu ce débat aussi. Je ne sais pas si Mélodie, tu veux dire quelque chose euh, parce que des fois, est-ce qu'on se présente comme autiste? Est-ce qu'on se présente comme chercheur? Moi, par exemple, je ne considère pas que je travaille dans l'autisme, donc du coup, je ne vais pas me présenter comme chercheur, donc je me sens peut-être pas légitime sur l'aspect de l'expertise juste autisme, mais après, dans une autre vie, disons, l'association, je me présente comme autiste. Voilà, donc c'est plus, c'est toujours ce sentiment de légitimité. Mais du coup, est-ce que, comme Mickaël le demande, est-ce que on doit vraiment passer par les savoirs dominants pour reprendre le pouvoir, en fait, sur cette expertise? Parce que finalement, nous, on utilise énormément un langage, euh, le langage, c'est vrai, de la psychiatrie ou des neurosciences, parce que peut-être qu'on se reconnaît plus que le, les, les autres discours sur nous, hein, comme la psychanalyse par exemple. Mais,
Mais du coup, si c'est peut-être justement une manière aussi de se réapproprier la chose et de parler avec les mêmes termes euh, pour... donc, je me demande si c'est possible parce qu'en fait, finalement, si on ne parle pas avec ces termes, on risque d'être marginalisé mais Je viens de réussir à brancher mon micro. voilà. J'étais en... C'est déjà j'étais en train d'essayer de brancher mon casque Bluetooth, j'ai un peu galéré. Et en fait, c'est au moment où tu as dit Mélodie que j'ai branché le casque, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Donc, Je voulais juste savoir si tu voulais rajouter un truc sur le fait qu'on avait je- eu ce débat justement sur les savoirs dominants. c'est comme on l'a dit, c'est un débat qu'on a eu et sur lequel j'ai tendance à penser, j'ai très exactement le même ressenti que Léna. C'est-à-dire que, je vais mettre la vidéo, on s'est déjà croisés, Léna, c'était décembre ou octobre, juste avant le confinement, il y avait la conférence éthique en 93, je ne sais plus exactement où, ou à Paris, bref. Et le truc, c'est qu'effectivement, quand on se positionne comme un expert, même si je ne considère pas avoir le statut d'expert, on n'a absolument pas la même légitimité que quand on se positionne en tant qu'usager. Que ce soit en tant qu'autiste, que ce soit en tant qu'usager ou qu'ex-usager de la psychiatrie. De toute façon, j'ai un traitement par méthylphénidate pour le TDAH, donc je suis usagère de la psychiatrie, je vois un psychiatre tous les 6 mois. On n'a absolument pas la même posture, la même légitimité, la même écoute voilà, en fonction de la façon dont on se présente. Et par exemple, je me suis aperçue que quand j'étais dans les milieux autisme, donc institutionnel autisme, et que je me présentais comme personne autiste, j'avais absolument pas la même écoute que maintenant dans les milieux dans lesquels j'évolue actuellement pour les handicaps, où je vais dire à un moment ou à un autre que je suis autiste parce que c'est nécessaire pour moi qu'on formule pas qu'on me donne pas de consignes qui sont un petit peu abstraites ou si parfois je peux afficher des émotions sur mon visage qui ne correspondent pas forcément à celles que je ressens ou vice-versa. Donc, généralement, je vais indiquer que je suis autiste, mais c'est plus pour qu'on comprenne un peu mon mode de fonctionnement. Mais ça ne rentre absolument pas dans la manière dont on perçoit ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Ou alors, plutôt sous le stéréotype du génie. Ah oui, c'est parce que tu es autiste que tu sais tout ça. Mais sinon, c'est clair que moi, de mon côté, je constate un énorme écart en fait entre milieu autiste où je me présente je suis étudiante de master en psychologie où je me présente comme ça et aussi autiste et milieu polyhandicap où il y a un énorme écart en fait et l'expertise usagée des autistes est soit vue comme quelque chose de revendicateur, soit vue comme oui, comme une sorte on a beaucoup plus de difficulté à nous couper de ce qu'on considère comme des bizarreries, à nous considérer hors de ce qu'on considère comme des bizarreries en fait dans le milieu de l'autisme. Et après, c'est mon expérience personnelle. Et pour en revenir sur cette question du langage, après, c'est vrai que moi, c'est un langage que j'ai plutôt toujours eu parce que ça fait partie de mon fonctionnement de base. Donc, je n'ai pas eu l'impression de changer de langage. Par contre, j'ai changé de posture et j'ai gagné en sentiment de légitimité. Et je me rends compte qu'il y a il y a aussi des choses en fait qui se jouent là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va venir me voir pour me demander mon avis en tant qu'experte sur quelque chose. Même si je ne me considère pas comme experte, vu qu'on vient et qu'on me demande mon avis, je le donne, je me rends compte que généralement, ça correspond aux besoins. Donc, du coup, au fur et à mesure, avec le temps, je me sens légitime de dire ce que je dis et du coup, c'est aussi ce que je veux dire en fait par là, c'est que c'est aussi quelque chose qui se passe en moi, c'est-à-dire que je gagne en, en assurance. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi sur cette assurance. Mais pour avoir cette assurance, il faut aussi avoir le bagage universitaire, scientifique, avoir une assise en fait derrière parce qu'on ne la donne pas assez. Oui, voilà, c'est le savoir de... Ouais. Oui, je mets la vidéo aussi. Je suis tout à fait... Pardon, je rebondis, Thibaut, mais peut-être... Tu Non, vas-y. animes... Non, je sais.
Je rebondis j'ai noté 3 points qui sont hyper intéressants. Merci Mélodie pour ce témoignage aussi. En retour, c'est la première chose, c'est la chose sur laquelle Thibaut, tu nous as lancé, qui me semble centrale, c'est cette question du langage. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que, enfin, rigolo, c'est pas du tout le bon terme, mais c'est étonnant parce que dans le déroulé, il y avait déjà ce terme-là et tu l'as redit, c'est ce truc de se réapproprier l'expertise. Et que je trouve, quand on y pense juste, si on fait team premier degré, tu vois, je trouve ça quand même ouf de se dire, on doit se réapproprier, nous réapproprier une expertise, mais c'est la nôtre en fait. Tu vois, moi, c'est vraiment ce terme-là qui me... Parce que dire se réapproprier, il y a un geste qui consiste à dire que ça leur appartient et que nous, on doit venir le récupérer. Alors même que c'est déjà quelque chose qu'ils nous ont pris et que nous, on doit aller encore de nouveau reprendre. Et il y a quand même un double geste qui est chronophage, qui est énergivore. Juste, enfin, d'y réfléchir, moi, je trouve ça dingue de dire là, on est en train, on dépense de l'énergie pour aller récupérer quelque chose qui nous appartient. Et moi, je trouve ça vraiment dingue. J'en parlais avec mon psy hier, pas plus tard qu'hier matin, qui était en train, enfin, c'est cool hein, à échelle personnelle, mais d'applaudir à quatre mains ma sobriété, bon, à échelle subjective, très bien, je ne vais pas me plaindre d'aller mieux, et très clairement, c'est très bien. Mais il y a ce truc que je ne vais pas vous apprendre, ce qu'on appelle l'inspiration porn en anglais. Donc, je ne sais pas quelle traduction c'est l'espèce de l'obscénité de l'inspiration, pour essayer de faire une traduction quasi littérale. Voilà, c'est cette idée de dire, d'applaudir à quatre mains des parcours qui seraient hors normes, alors même qu'ils ne sont pas du tout hors normes parce qu'ils se réinsèrent à la fin du parcours, justement, précisément dans la normalité qui est attendue. Et je répondais à mon psy hier que merci beaucoup de me féliciter, de m'encourager, je suis mieux comme ça. Mais je lui ai quand même dit, moi je trouve ça presque obscène et vulgaire d'applaudir sur quelque chose. Je veux dire, tout ce que j'ai, je suis allée l'arracher, quoi. Je suis allée arracher des conditions dignes d'existence, littéralement en fait. Là, je viens de passer, j'ai 33 ans, je viens de passer les 25 dernières années de ma vie à essayer d'avoir une vie digne, alors que les institutions qui sont censées nous protéger nous maltraitent, nous traumatisent, nous stigmatisent, et plutôt, alors même qu'elles devraient nous donner des conditions dignes d'existence, nous les retirent, et on doit aller les récupérer. Et c'est une énergie dingue, et je ne vais pas vous apprendre ça à vous, quoi. C'est l'énergie que ça nous prend d'aller récupérer des droits qui, originellement, nous sont dévolus. En fait, moi, c'est ça qui me met en colère systématiquement, c'est que ça nous appartient, en fait. Et du coup, j'étais fâchée de lui dire, mais j'ai pas envie qu'on m'applaudisse à quatre mains à chaque fois parce que je suis allée me battre pour aller récupérer quelque chose qui m'appartient. Et ce terme-là, quand je dis toi, hein, c'est pas toi qui l'emploie spécifiquement, mais qu'on emploie souvent de se réapproprier une expertise. Moi, c'est plus de dire, c'est pas se la réapproprier, c'est rendez-la nous, quoi. C'est aller la récupérer, en fait. Est-ce qu'on peut aller récupérer ce qui nous appartient de droit? Vous nous avez volé notre savoir, vous nous avez volé nos expériences, notre expertise, notre vie, en fait. Ils ont réifié nos expériences de vie, nos traumatismes, nos maltraitances en institution psychiatrique, hospitalière. Ils sont allés nous voler ça quand même, pour le renormaliser, pour dire ouais, non. Et puis quand des gens comme moi à un moment, et je m'inclus dedans, je vous dis, c'est des tensions internes, hein, j'en suis consciente, je vais tenir ce discours-là, là on est ensemble, on est entre nous, mais ce discours-là à la fac, dans des colloques, dans des conférences, je suis applaudie à quatre mains par des psychiatres qui sont là, oh là là, génial, vous voulez pas écrire un article? Je dis, mais il y a un truc qui va pas dans votre tête, quoi. Enfin, je veux dire, après vous nous dites, non, on est fous, mais les gars, faites réfléchissez 20 secondes aussi avant de dire des trucs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me choque. Et pour répondre un peu à la question qui était lancée à cet égard-là sur la question du langage, malheureusement, oui, je pense qu'il faut le langage des dominants pour qu'ils nous écoutent, si et seulement si le souhait est qu'ils nous écoutent. Moi, c'est un souhait que j'avais. Et je vous dis, je suis perdue dans cette contradiction. En même temps, est-ce qu'on veut qu'ils nous écoutent ou est-ce qu'on veut renverser le truc? Si le souhait, c'est un souhait révolutionnaire auquel j'appartiens, hein.
de tout déconstruire, d'être dans l'abolitionnisme le plus total de l'institution psychiatrique telle qu'elle existe, et de proposer d'autres choses, et notamment d'autres langages, d'autres termes, moi, je suis OK avec ça. Effectivement, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de leur langage. C'est pas notre problème. Donc, c'est qu'est-ce que tu souhaites, en fait. Tu vois, voilà, c'était ça que je voulais dire, parce que ça me titille toujours cette idée, je rebondis sur ce que disait Mélodie, sur le fait qu'on vient te demander ton avis en tant que masterante, en psycho, en tant que... Mais c'est pareil, quoi, c'est comme si eux nous avaient donné le droit désormais de donner notre avis. Alors maintenant que tu es normalisé, que tu es presque normal, que tu sais parler comme nous avec les mêmes outils, alors c'est ça. Alors on est sympa, on va considérer que si on te demande quelque chose, tu vois. Les aménagements dont j'avais pu avoir besoin en fait auparavant, en fait c'est ce que j'ai créé dans la conversation. À un moment donné, il y a la nécessité de montrer pas de manche, de montrer qu'effectivement on a de la valeur et que ce qu'on dit, ça a une valeur. Une fois qu'on m'a donné ce crédit-là, j'ai eu beaucoup moins de difficultés en fait à obtenir mes aménagements. Alors je parle pas au niveau de mon université, mais je parle au niveau des lieux où je vais faire des missions stagiaires. Auparavant, j'avais assez de difficultés à obtenir, auparavant, quand j'étais dans la communication, aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à obtenir des aménagements. Aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à avoir mes aménagements parce qu'on estime mon savoir comme quelque chose qui vaut le coup en fait, de mettre des aménagements en place. Et c'est comme le nombre de fois où ça arrivait que d'autres personnes en fait fassent remonter des choses, des éducateurs, je travaille en IME, fassent remonter des choses et personne ne les écoutait parce qu'ils n'avaient pas cette posture. Et moi, je venais voir les médecins et je disais exactement la même chose, mais avec des mots plus savants, notamment en ce qui concerne les effets secondaires de médicaments. Je disais, ce patient-là, il a de la cachexie, il a des mouvements, tu sais, involontaires, je pense que tu dois connaître la cachexie. Alors que l'éducateur, 2 heures avant, il disait oui, depuis qu'il a ce nouveau traitement, il bouge beaucoup ses genoux et puis il se lève souvent. Et puis, juste le fait de le décrire en fait, de manière avec des termes moins savants, c'est vraiment l'utilisation d'un langage savant qui change énormément de choses, je trouve. Mais aussi cette posture. Oui, puis c'est ça, et puis la question d'espèce, j'utilise un peu des grands mots, mais moi je le vis comme ça, en tout cas c'est peut-être trop par rapport à la réalité, en tout cas émotionnellement je le vis comme ça, c'est la question du droit à l'existence presque, c'est-à-dire le fait de dire, parce que la question de la parole sur la scène politique et sociale, c'est l'expression de l'existence, en fait, du fait d'exister, de la silenciation, de l'invisibilisation. Moi, ce qui me choque, c'est de dire, si on nous laisse le droit à l'expertise, pour moi, c'est la même chose que de dire, on vous laisse le droit d'exister. Ouais. On arrête de vous silencier et de vous invisibiliser. On vous laisse le droit d'être visible. Et c'est presque, il y a presque pareil, un geste condescendant de grand seigneur. Désormais, on accepte que vous soyez visible, parce que là, moi, je suis propre sur moi. Voilà, j'ai des jolies photos professionnelles pour mon taf, pour les réseaux. Mais je veux dire, il y a encore 4 ans en arrière, j'étais incapable de parler. Je m'endormais au milieu d'une phrase parce Le que problème avec l'expertise autiste, c'est que d'une part, on va avoir la communauté de parents qui va avoir tendance à... En fait, il y a généralement 2 clichés qui vont être... deux stéréotypes qui vont être plaqués sur les autistes qui se positionnent comme... en tout cas, avec un savoir expérientiel. Il va y avoir celui de la délégitimisation souvent de la part des parents, sur « oui, mais vous êtes des autistes de haut niveau, vous êtes des Asperger et vous parlez pour des autistes non oralisants », ce qui n'est pas forcément le cas. Et l'autre, ça va être, ça ne nous a pas forcément touché au Cléa, ça a touché d'autres femmes, c'est souvent des femmes en fait, et c'est non, elle est plus autre chose que autiste. Donc il y a le sous-entendu qu'il y a plutôt quelque chose de l'ordre de la psychiatrie en fait, que de l'ordre de l'autisme. Oui, alors le TPL ou le trouble de personnalité limite ou le trouble bipolaire, c'est le grand cliché des femmes autistes. Motron dit ça aussi. Régis, tu veux quelque chose? Ouais,
c'est sur cette question que ça a quelque chose d'obscène. Je vais mettre ma caméra. Que ça a quelque chose d'obscène, ce truc des institutions qui consentent de nous donner le droit de parler à condition qu'on utilise leur langage. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est totalement transversal comme problème, ça. Et que même des mots comme expertise d'usage, expertise expérientielle, etc., sont des mots piégés. Parce que c'est des expertises quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas des expertises tout court. Et en fait, c'est des outils à inventer par les pouvoirs, par les institutions. Là où les choses se compliquent, c'est quand on commence à dire, mais attendez, l'expertise d'usage, c'est une expertise, point. Et là, là, on se fait engueuler, en fait. Hein, parce que là, on a passé une ligne rouge. Et que bon, voilà, après, ça pose plein de questions sur est-ce qu'il faut s'approprier ce langage ou pas. Moi, je serais... Pour moi, enfin, voilà, mon avis, c'est que... le langage de l'expertise de la science, etc., sont incontournables aujourd'hui parce que au-delà d'être des instruments de pouvoir, ça en est, ça fabrique des, ça produit des phénomènes de monopolisation du droit de savoir entre les mains de catégories sociales particulières et du même coup, ça fabrique des ignorants. Les ignorants, ils ne sont pas déjà là, c'est l'opération elle-même qui fabrique des ignorants. Et après, pour se consoler, on dit qu'ils ont une expertise d'usage. Bref. Voilà, la raison scientifique, en fait, elle se limite pas à ça, et c'est aussi, enfin, s'il y a du changement social à produire, il y a aussi du changement social, et en particulier du changement social à produire dans l'espace épistémologique de l'expertise et de la pratique scientifique elle-même. Et bon, là, il y a beaucoup de choses et enfin, c'est un champ qui est actif aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de gens qui se demandent comment faire pour faire une science qui soit pas un instrument de pouvoir aux mains des dominants, en fait, qui soit autre chose, qui soit émancipatrice, voilà. Et ça peut faire, il me semble, totalement partie des objectifs et des finalités que peut se donner une association comme le CLEA. Et du coup, ça voudrait dire qu'une expertise communautaire, une expertise d'usage, il faut l'élever à la dignité d'un savoir savant. Ce qui est pas une opération simple. Là, il y a de l'invention à faire. Mais comment réussir à dire mon expertise d'usage, elle vaut ton expertise de prof de fac. Voilà. C'est-à-dire quelles seraient les opérations, les déplacements épistémologiques, les opérations concrètes, méthodologiques qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir dire ça. Et là, il y a un vrai domaine à investiguer, je pense. Sur la déficience intellectuelle, il y a différents paradigmes de recherche inclusive qui sont en train d'être... j'ai vu qu'il y avait des appels à projets. Alors, je ne connais pas leur valeur, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu qu'il y avait des appels à projets de l'IRESP et de la CNSA sur recherche inclusive. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pour l'instant quasi exclusivement déficience intellectuelle. J'ai vu qu'il y avait un programme national en cours là, avec un financement financement mixte. Donc, il y a des entreprises qui cofinancent. Je crois que c'est AXA. Voilà, bon, Oui, ouais. Oui, c'est ça. Tu l'avais vu aussi, Thibaut? Enfin, Oui. Oui, AXA est sur l'outil. Il finance aussi pas mal. Voilà. Et du coup, en France, pour l'instant, il n'y a rien de prêt. Les dernières nouvelles que j'avais eues au CRAI, c'est qu'ils étaient plutôt en recherche actuellement de formation, de moyens de former des autistes sur la position en fait d'experts, mais qu'ils n'arrivaient pas à trouver de formateurs et qu'en même temps, ils avaient une demande assez conséquente parce que je leur faisais remarquer qu'ils avaient, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'ils ont ajouté un volet dans la formation. Il y avait la sous-catégorie professionnelle, il y avait la sous-catégorie parents et ils ont rajouté la sous-catégorie autiste. Donc, personne autiste ou personne concernée, je ne sais plus quel terme ils ont utilisé. Et je leur ai dit, j'ai vu, c'est super que vous ayez ajouté cette catégorie-là. Et puis, la personne m'a répondu, oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien dedans. Effectivement, j'ai été voir, à part un truc sur la DI, expertise d'usage DI, il n'y a rien. Et ils expliquaient qu'ils étaient en train de rechercher en fait de quoi former, de quoi. Après, c'est la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces contenus-là? Est-ce qu'on apprend à des gens à
Parce qu'effectivement, acquérir, je sais pas, la pédagogie, je ne sais pas si c'est une question de pédagogie, je ne sais pas si c'est une question de posture, je ne sais pas si c'est une question comment est-ce qu'on rend une personne autiste, peu importe son niveau, parce qu'il ne faut pas que ça reste aussi quelque chose d'exclusivement accessible à des personnes sans déficience intellectuelle ou alors avec un haut niveau de fonctionnement, de cognitif, que ce soit quelque chose qui soit accessible en fait. C'est là que je me pose la question parce que je trouve fondamentalement injuste qu'on positionne quelques personnes triées sur le volet comme experts de la question autiste. On a aussi ça en psychiatrie, par exemple, le rétablissement. Ce sont surtout des pères aidants qui sont rétablis. Donc, les personnes malades, par exemple, ne sont pas… C'est bien, j'ai l'impression que les quelques systèmes de pères aidants qu'il y a en psychiatrie sont beaucoup mieux fichus parce que ce qui va se passer en France, c'est en France. C'est pas encore fait. C'est ça, on a quelques personnes qui sont assez connues d'ailleurs dans le milieu, qui sont éducateurs spé ou qui sont formateurs autisme, mais à part peut-être 5 personnes en France, c'est quelque chose de très très peu développé. Oui, comme dit Thibaut, je t'ai coupé la parole, je crois. C'est bon, je pense. Risa peut-être veut dire un truc ou… Oui, attendez, je mets ma caméra. Alors, oui. Donc, j'ai écouté avec intérêt vos différentes interventions. Et en effet, je trouve relativement pertinent de questionner les rapports de pouvoir qu'on aurait donc, vis-à-vis des professionnels de la psychiatrie, en ce qui concerne notre expertise, mais partant notamment de mon expérience personnelle en tant qu'autiste et en tant que membre de l'autiste, je me rends compte qu'en effet, comme disait Audrey Lorde, on ne peut pas en fait détruire la maison du maître avec les outils du maître. Et au final, je me rends compte que le problème, pour moi, n'est pas tant notre rapport par rapport au langage et à des codes dominants qu'on devrait s'approprier, mais surtout on va dire, les propres dynamiques internes qu'on pourrait avoir au sein de notre mouvement. Pour entrer dans les détails, par exemple, je me rends compte que depuis que je suis donc autiste, quand je discute avec des personnes neuroatypiques ou des personnes qui sont en dehors de l'association, c'est vrai que à force de me réapproprier même les revendications et le savoir que nous développons entre nous, je me rends compte que je commence en fait à avoir un certain ascendant par rapport à d'autres personnes qui ne seraient pas d'association. Donc, je pense qu'on devrait aussi questionner les rapports de pouvoir qu'il y a entre nous. C'est-à-dire, par exemple, il est évident que une personne autiste qui a pu faire des études supérieures ou qui est familière donc, de l'ESR aura plus de facilité à pouvoir se réapproprier un langage ou à prendre l'initiative de pouvoir on va dire, effectuer des travaux sur la communauté autistique, alors que, et au final, on ferait que rétablir une hiérarchie qui existait déjà entre notre communauté et les experts. Et ça, je trouve, voilà, c'est, par exemple, peut-être que j'avais déjà pensé éventuellement à favoriser des expériences de partage entre les personnes autistes donc qui auraient des privilèges, c'est-à-dire qui auraient accès par exemple, à l'ESR et celles qui n'auraient pas accès, notamment en créant des chaînes de formation entre pairs, dans le but, bien entendu, de pouvoir créer un savoir horizontal et non pas tout simplement la production en fait, d'une hiérarchie sociale, initialement on voulait la question. Oui, si je peux me permettre. Pardon, tu as terminé? Oui, vas-y. Pardon, non, mais juste pour être sûre. Oui, c'est ce que je voulais dire justement en rebondissant sur la remarque de Régis et puis Mélodie. Je suis tout à fait d'accord avec toi et ça, c'est vraiment… et tu vois, je vais tomber dans l'écueil de ce que je dénonce. J'allais dire, c'est vraiment des enjeux de philosophie politique. Donc, j'ai vraiment une casquette de chercheuse élitiste en le disant de cette manière-là. Mais ça, je suis tout à fait d'accord et je voulais rebondir sur ce que disait Régis préalablement sur la question d'élever à la dignité voilà, nos savoirs expérientiels qui, moi, me posent problème en réalité. J'entends ce que tu dis, Régis, et je comprends l'idée qu'il y a derrière.
Moi, ce qui me pose problème, encore une fois, c'est cette question de la reconnaissance. C'est-à-dire, ça rejoint toujours ce truc de on va aller demander la permission à quelqu'un, enfin une institution voilà, représentée, de reconnaître nos savoirs. Et moi, alors là, c'est personnel, hein, je veux bien ouvrir ça à la discussion et ça rejoint ce que dit c'est Rija, ça se prononce Rizza, pardon. Rizza, pardon. Et sur la question des rapports de domination, c'est que moi, à titre personnel, je suis contre cette idée d'inclusion et d'expert, par exemple. Moi, la question de l'inclusion, le terme d'inclusion, il me pose problème parce qu'encore une fois, ça veut dire qui inclut qui. Encore une fois, c'est la même chose, c'est-à-dire il y a des gens qui nous ont exclus et un jour, ils vont se réveiller, ils vont dire « Ah les gars, on est sympa, on fait des politiques publiques pour vous inclure. » Mais alors déjà, nous, on ne vous a rien demandé, tu vois. Donc, vous nous avez exclus, on n'a rien demandé. Maintenant, vous voulez nous inclure parce que ça fait bien politiquement, on ne vous a rien demandé. Donc, enfin, je veux dire, encore une fois, on n'est pas maître et maîtresse de ce qui se joue. Et politiquement, moi, ça me pose souci. La question de l'expertise que soulevait Mélodie et Régis aussi, je trouve ça intéressant. Et du coup, ça rejoint ce que Rizza disait. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est cette idée que, pour moi, les patients experts, et nous, on en a en addicto, c'est ce que disait Thibaut en psychiatrie, et a fortiori en addicto, on en a un paquet. Les patients experts, ils retraduisent en fait ce que dit Rizza, les rapports de domination en interne, parce qu'ils vont prendre la parole, il et elle vont prendre la parole, non pas au profit d'autres personnes, même si au final c'est ce qui se passe, mais au nom d'autres personnes. Et ça rejoint, moi je vous dis, les tensions internes que j'ai, je vois dans le chat que c'est partagé par d'autres que moi, mais en même temps, et ça rejoint aussi ce que dit Rizza, c'est partagé par des gens qui ont un statut social similaire au mien, donc privilégiés, parce que chercheur, ça, j'ai aucun problème avec ça, effectivement, d'admettre que c'est un privilège immense, c'est que moi, maintenant, on m'appelle pour faire des conférences, pour prendre la parole, pour dire des trucs en tant qu'usagère, et du coup, je prends la place et la parole d'usagers qui n'ont pas le même rapport au savoir et au langage que moi. Et pourquoi est-ce qu'on me donne la parole? Parce que je suis privilégiée à cet égard-là. Il y a 4 ans en arrière, on ne me donnait pas la parole. Donc moi, je me dis que le moi d'aujourd'hui prend la parole sur des gens comme le moi d'il y a 4 ans. Et en ça, oui, je suis tout à fait d'accord. On reproduit des rapports de domination. Ça veut dire que là, au sein d'un groupe, il va y avoir des experts qui vont se dégager, mais les experts ne sont que ceux qui sont celles et ceux qui sont le plus proches de la normalité et de la normalisation qui est attendue de nous. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Du coup, je suis assez d'accord pour quelque chose d'horizontal, d'entre pairs, réellement, et de dire... Moi, c'est pour ça, hein, autant je suis chercheuse en philosophie, autant sur ce qui concerne, je veux dire, l'expérience patient. Moi, je ne suis dans des assos que de patients militants, et je ne travaille main dans la main qu'avec des adelphes. Moi, je ne bosse pas avec des psys, je ne fais pas des trucs... Enfin, je veux dire, là, politiquement, pour moi, c'est clair. C'est que j'ai une casquette qui est la recherche, c'est mon travail. Il y a la casquette militante de on va tout retourner, on va tout brûler, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Moi, je ne veux pas que vous m'incluez, je ne veux pas d'inclusion, je ne veux pas d'expertise. Moi, je veux juste qu'on récupère nos droits, quel que soit le moyen pour le faire. Mais moi, je le fais avec mes pairs. Je le fais avec, enfin, je veux dire, je le fais avec des gens avec qui c'est horizontal. Et les moyens les plus forts que j'ai eus et les plus importants, c'est des discussions avec des gens concernés. Et en philosophie politique, c'est une vraie interrogation de la question de ce qu'on appelle... Maintenant, c'est dans le champ militant qu'on utilise ça, mais c'est un enjeu de philosophie politique, hein, la question des alliances. Je veux dire, les erreurs stratégiques, par exemple, des souhaits de renversement subalternes, typiquement, ouvriers, subalternes, etc., ça a été de ne pas s'allier des classes dominantes. Donc moi, je pense que par stratégie pure, il faut s'allier un certain nombre de membres de la classe dominante, ou de l'ancienne classe dominante. Je pense qu'il y a une jeune génération de psychiatres, par exemple, qui sont beaucoup plus au fait de ces questions-là, et dont il est beaucoup plus simple d'en faire des alliés, mais je n'en démords pas si des psychiatres ou des corps soignants ou des politiques il doit y avoir, ce sont nos alliés à nous et pas l'inverse. Ça part de nous, horizontalement. Après, si on les veut comme alliés parce que ça peut aider stratégiquement, on les prend ou pas, mais il faut que ça parte de nous. Voilà, moi, c'est vraiment le truc. Je ne veux pas être inclus, en fait. Moi, je veux être là. C'est juste ça. Et en évitant l'écueil de se retourner, voilà, de refaire entre nous les rapports de domination, quoi. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile à faire. Et c'est bien de le soulever, que ce soit clair pour tout le monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire.
Il y Oui, avait deux mains levées, peut-être. Régis, Amélie, oui. Oui, il y a Ortirez, mais il est Ouais. constant. Est-ce que C'est vous bon? m'entendez? Oui. Ah. Vous m'entendez? Qui prend la Oui. parole? Oui, Oui, ok. Ouais, ouais. Du coup, ça tombe bien, je voulais parler de stratégie un peu. De mon point de vue, enfin d'un point de vue, dans le monde des professionnels, il n'y a aucun intérêt pour les professionnels à nous écouter. Parce qu'on va prouver qu'ils ont tort. Il y a de l'argent à perdre, il y a de l'expertise à perdre. C'est peut-être un peu biaisé parce que j'aime pas trop utiliser le vocabulaire psychiatrique, et encore moins psychanalyse. Mais enfin, j'ai l'impression que autant ça peut avoir un intérêt sur un niveau individuel de discuter un peu, autant globalement ils ont plus à perdre qu'à gagner. Et nous, on a que à gagner. Par contre, moi, je pense que niveau expertise autistique, on devrait plutôt se concentrer sur les parents d'enfants autistes qui sont pas autistes eux-mêmes. Parce que eux, ils ont un intérêt à nous écouter. C'est qu'ils vont mieux comprendre leurs enfants et qu'ils vont mieux se comporter vis-à-vis d'eux. Bon, après, il y a forcément, je sais qu'il y a des parents qui ont des problèmes avec ça, leurs enfants la première, mais il y a beaucoup plus de parents qui ont sincèrement envie que leur enfant ait la meilleure vie possible et qui vont faire des traitements genre ABA pour que leur enfant ait la meilleure vie possible. Et derrière, c'est prouvé que l'ABA marche pas. Donc nous, on a vraiment une expertise pour leur apprendre à comment mieux traiter leurs enfants et comment, enfin, communiquer, comment avoir une vie de famille et comment réduire le nombre de, enfin, expliquer ce que c'est sensoriellement, qu'est-ce qui cause une crise autistique, juste quoi. Genre, ça changerait la vie de tellement de parents, quoi. Et genre, le truc, c'est que c'est eux qui ont beaucoup de pouvoir. Et en réalité, en fait, euh, si jamais on arrive à convaincre les parents de leur expertise, ils vont se retourner contre les professionnels qui leur ont raconté de la merde en prenant de l'argent pour des années. Du coup, en fait, je pense que ouais, déjà, j'ai pris une liste, je vais réfléchir. Je pense que autant ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de discuter avec les professionnels, en particulier parce que, à mon avis, si on arrivait à prouver qu'on peut euh, aider les gens pas autistes à mieux communiquer avec les enfants autistes, il y a probablement des jeunes professionnels ou quelqu'un qui veut écrire un livre qui va bien se vendre dans le milieu de la psychiatrie, ce genre de personne-là, qui va dire ah tiens, ça a l'air de marcher, peut-être que genre je devrais aller étudier pour faire la traduction à notre place, quoi. En gros, quoi. C'est ça le truc, enfin, et c'est genre, ouais, c'est juste, c'est comme ça qu'on pourrait reverser le pouvoir, en fait, enfin, ou qu'on pourrait obliger les professionnels à nous suivre, quoi, dans un certain sens. Et enfin, du coup, ça veut pas dire faut pas aller faire des études en psy, parce que pour essayer d'aider des enfants autistes, j'imagine, le plus de personnes autistes en psy, etc., ce sera le mieux. Mais ça, c'est spécifiquement dans le domaine de l'autisme. Mais je pense, ouais, il faut regarder les parents. Ça me semble peut-être, je ne sais pas ce que pense Léna, mais aussi valable sur la psychiatrie générale où il y a les mouvements des entendeurs de voix qui se fait de plus en plus connaître, j'ai l'impression, et il y a des mouvements anti-psychiatrie. Enfin, on avait été appelé au Cléa récemment pour donner une conf qu'on avait faite avec Comme des fous à la fin, pour expliquer en fait les postures qui seraient adaptées en fait en urgence psychiatrique auprès de personnes autistes ou de personnes donc avec un profil psychotique. Et ça avait on avait aussi fait là en janvier la table ronde avec des femmes en situation de handicap. Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être juste j'ai peut-être un biais en fait, hein, parce que c'est les personnes que je vois, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus quand même une ouverture en fait sur tout ce qui va être déségrégation en quelque sorte des personnes neurodivergentes au sens large. Ça fait longtemps. Enfin, oui. Enfin, en France, c'est retardé là-dessus. Donc, du coup,
je pense Et que paradoxalement, les psychiatres, des fois, ça peut être les plus ouverts, hein. oui, non, je suis d'accord. C'est Mais beaucoup plus d'accroche avec TCC qu'avec les psychiatres. Alors que les TCC, c'est une autre version du soin. Donc, c'est souvent thérapie plus courte, donc remise en marche, quoi, on va dire. Donc, mais après, c'est plutôt il y a ABA. un peu un rapport mécaniste. Hmm. C'est juste par contre pour info, parce que je ne sais pas du tout, c'est quelque chose qu'on vous propose, qui est proposé souvent les TCC pour l'autisme. Il y a à la fois l'intervention précoce, effectivement, mais là, qui sont plutôt de comportementalisme plus radical, on va dire. Euh, plus Ça cognitif. évolue, ça évolue. Oui, ça évolue. Maintenant, on fait pas mal le jeu, maintenant. Ça évolue maintenant, ils sont à synchronisation, c'est beaucoup plus... ça me semble beaucoup plus... à l'avant, ils faisaient ça juste avec la trisomie 21 parce qu'il y avait un décalage en fait entre l'expression émotionnelle et les émotions ressenties en termes de temps. De temps d'horloge. Et en fait, ils ont commencé à le faire. En fait, ils apprennent aux parents, en particulier non autistes, à se synchroniser sur leurs enfants, c'est-à-dire plutôt que de vouloir les dire, pas faire de stéréotypes, pas faire ci, pas faire ça, plutôt comprendre en fait les fonctions des différentes manifestations qu'ils vont avoir et de pouvoir se synchroniser émotionnellement sur eux, de pouvoir décrypter en quelque sorte des manifestations émotionnelles qui pour eux vont être atypiques et pouvoir se synchroniser dessus. Et c'est la nouvelle, c'est la dernière vague de la mode Oui, c'est la dernière, en mais elle est enfants encore et de très l'ado, c'est Jasper. c'est le PACES. Mais ça, c'est pas Il y encore a plus pas de... développé. Mais sinon, la BA, là, effectivement, c'est plutôt classiquement type modification de comportement, disons, voilà, pour apprendre. Mais Il y a plusieurs bon, approches et c'est ça qui rend ABA difficile à identifier et à critiquer en même temps parce que la méthode ABA dans sa forme rigide, c'est on interdit les comportements stéréotypés, on interdit toute manifestation bruyante et on renforce, c'est-à-dire qu'on félicite le gamin ou voire l'adulte quand il a un comportement qui est dans nos attentes. C'est une forme de dressage. Maintenant, il y a d'autres manières de pratiquer l'observation fonctionnelle et de répondre là-dessus qui rentrent dans le socle très très large de l'ABA et qui, d'un point de vue éthique, à titre personnel, ne me pose pas de problème parce que quand je vais regarder un comportement, un jeune par exemple, je suis avec des enfants qui s'automutilent et qu'au bout d'un moment, je vais me rendre compte que tiens, il y a cette fonction-là et c'est, je sais ce que c'était un coup de récemment, il y a cette fonction-là à mon avis et du coup, tiens, on va essayer cette méthode-là où la personne ne se fait pas mal. Pour moi, c'est quelque chose d'utile et pourtant, ça reste dans le cadre de la BA. Il y avait Régis qui voulait prendre la parole. Oui, enfin, ça concernait des choses, on est passé à autre chose depuis. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très utile à ce stade de la discussion. Ouais, donc du coup, mais après, on a aussi des TCC, effectivement, pour les ados aussi, et pour les adultes. C'est assez complexe parce que du coup, dans le milieu de l'autisme, c'est super. On a d'un côté la psychanalyse qui est pas mal ankylosée, mais avec quelques mouvements de psychothérapie institutionnelle qui ont l'air intéressants de loin et objectivement en pratique, on en avait visité plusieurs avec Thibaut qui sont beaucoup plus horizontaux. Mais c'est en milieu psycha. À titre personnel, toutes les assos, tous les instituts que j'ai pu visiter, c'est à chaque fois avec des psychanalystes que ça passait le mieux. Tant qu'on n'allait pas trop loin dans le champ théorique. Par contre, TCC, c'est vrai qu'assez rapidement, alors pareil, j'ai peut-être encore un biais, parce que c'est mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile déjà de nous donner de la crédibilité en tant que personne concernée et d'entendre ce qu'on veut dire, parce que ça va complètement, sur le courant le plus rigoriste en tout cas de la BA, ça va complètement à l'inverse de ce qui pratique. C'est surtout que si c'est institutionnel, on reste dans une logique institutionnelle. Je pense qu'il faut aussi dépasser la question des orientations, justement, par rapport à ce sujet-là. Mais après,
Voilà, donc du coup, c'est effectivement Il y a ce risque également, on ce en risque. parlait plusieurs fois. Et Léna, je ne sais pas si tu as vécu ça aussi, d'avoir une sorte d'appropriation, en fait, c'est-à-dire plusieurs fois sur des groupes de psy, j'ai lu, mais Cléotiste a dit ça, Cléotiste s'est positionné comme ça. J'ai parlé avec des membres de Cléotiste. En fait, les autistes pensent que. Et c'est arrivé que des choses ont été dites au nom de l'association soient balancées comme la parole des autistes, des concernés. Alors que c'était des billets sur le blog parfois où c'était des personnes de Cléotiste avec qui ils ont parlé. Donc c'est la parole d'autistes, mais ce n'est pas la parole des autistes de France. Et j'ai trouvé ça, ou des autistes tout court. Et il y a un peu un risque en fait d'appropriation de quand Cléotiste ou une personnalité autiste dit quelque chose, et il y a des personnes qui vont essayer justement d'avoir notre avis sur certains sujets pour pouvoir dire ensuite les autistes ont dit ça avec nous, les autistes ci, les autistes ça. Oui, ça c'est quelque chose qui est un véritable problème qui me semble pas insoluble, mais en tous les cas pour lesquels j'ai pas de réponse pour le moment. Ça rejoint ce que disait encore une fois tout à l'heure Rizza, qui me paraissait vraiment, vraiment, vraiment important. Et moi, je travaille là-dessus et Régis en parlait un peu. Je ne sais pas si c'était notamment sur ça que tu voulais réagir, mais ça me fait aussi penser à ce que j'ai vu, ce que je viens de voir passer dans le chat là-dessus. Donc, je veux bien faire un petit point là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille et qui m'est vraiment important. Je me disais bien que donc je pourrais te laisser la parole derrière du coup, mais sur les questions des rapports de pouvoir et de domination, parce que moi, c'est vraiment le cœur de mes recherches. Du coup, là-dessus, c'est que effectivement, ce que tu dis, Mélodie, c'est ça. Ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est la question des experts me pose problème. Alors, je ne sais pas comment le formuler parce que c'est vraiment des choses, on marche sur des œufs avec ça, je le sais, c'est compliqué. C'est que moi, je ne reprocherai jamais à un ou une Adelph de vouloir être audible et vouloir être entendu et vouloir être représenté et prendre la parole sur un sujet. Parce qu'on le sait toutes et tous, on a été, encore une fois, on l'a dit tous, trop souvent silenciés, trop souvent invisibilisés. Quand quelqu'un peut prendre la parole sur ces sujets-là, on a envie d'y aller. Et si on a ce privilège-là, moi, je pense qu'il faut le prendre. Donc, ça, c'est comme les trucs antiracistes, antisexistes et tout. Moi, je fais partie des gens, genre, j'en voudrais jamais à une femme d'avoir intériorisé la misogynie, j'en voudrais jamais à une personne non blanche d'avoir intériorisé le racisme et d'être un intégrationniste. Genre, ça peut faire des débats internes, mais sincèrement, c'est difficile avec tout ce qu'on prend dans la gueule, pour le dire vulgairement, de ne pas intérioriser ça. Et on se dépêtre déjà avec ça, on ne va pas se flageller en plus avec ce que font les dominants. Donc, s'il y a des gens concernés, quel que soit, on va dire, par le handicap psychique au sens extrêmement large, qui veut prendre la parole en tant qu'expert, moi, je ne vais pas lui jeter la pierre, encore moins publiquement, et on lave notre linge sale en famille, entre guillemets. Par contre, en interne, ce que je trouve intéressant à discuter, ce qu'évoquait Rivza tout à l'heure, c'est que ces personnes-là, et j'en fais partie malgré moi, donc je vous dis, on marche sur des œufs, c'est pas si simple à gérer que ça, ces personnes-là, et ça revient à ce que dit Mélodie, malgré elles, prennent la parole au nom d'autres personnes parce que leur parole est instrumentalisée. Et moi, ce que je crois, mais c'est purement personnel encore une fois, c'est que malheureusement, même ça pose problème parce que le souhait d'avoir des experts qui seraient issus des personnes concernées redevient quelque chose qui est réapproprié par les dominants. C'est-à-dire que pour moi, je pense que les experts, ce qu'on appelle les patients experts en addicto, on en a un paquet avec tout le champ sémantique d'être revenu de l'enfer, d'être revenu des lins, de la résurrection. Il y a tout un truc extrêmement christique en plus qui est complètement... Enfin, voilà, c'est assez ahurissant. Et du coup, ça, pour moi, je pense que la figure du patient expert, elle est vraiment en fait manipulable et réappropriable par la rationalité néolibérale. Et du coup, ça, ce que disait Régis tout à l'heure, je le rejoins, et du coup, ça rebondissait aussi sur l'intervention de Rivza, c'est que malgré nous, on intériorise ces schémas-là, et que du coup, eh bien, on les reproduit. Et que moi, je sais que j'essaye de faire attention. Et encore une fois, je dis j'essaye. Je ne dis pas que j'y arrive, et c'est très compliqué de ne pas prendre la parole au nom d'autres personnes. Et parfois, on dit, ah oui, Léna a dit ça, Léna Dormo a dit ça en tant que chercheuse, ou d'un coup, j'ai rien demandé, ce que dit très bien Mélodie, on va me foutre la casquette de, ah ouais, mais elle est concernée. Ah, donc ça veut dire, quand tu as dit ça, ça veut dire les gens qui sont toxicos.
moi, je ne parle pas au nom des gens qui sont toxicos. Déjà, ça veut dire quoi les gens qui sont toxicos, comme je pense pour vous, les gens qui sont autistes, enfin, ça n'a aucun sens. Et du coup, on est quand même des singularités, on a tous des parcours différents, on a tous des spécificités, on peut pas. Et du coup, on se retrouve dans une ambivalence. Enfin, là, je parle pour moi, parce que pour moi, c'est extrêmement ambivalent comme position. J'admets que j'ai du mal à m'en sortir. C'est que je vais pas mentir, je suis contente de pouvoir être audible et d'avoir la parole et de pouvoir tenir ce discours-là parce que je pense qu'on a besoin d'y aller et qu'il faut y aller. Donc, si certains et certaines peuvent le faire, bah, allons-y. Et en même temps, de le faire, eh bien, je reproduis des rapports de domination dont je suis issue, que j'ai subis. Je silencie d'autres pères et d'autres adelphes à moi alors que je ne veux surtout pas faire ça. Je parle malgré moi au nom d'autres parce que ma parole est instrumentalisée parce que, et en même temps, c'est un privilège, et en même temps, je ne vois pas pourquoi je ne jouirais pas de ce privilège. Enfin, vous voyez, enfin, je ne sais pas pour vous, là, je balance ça, pardon, de manière comme ça, une pelote de laine au milieu du truc. Là. Moi, c'est un truc qui me. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Quoi. Donc voilà, je ne sais pas, Régis, si c'est un peu ce dont tu voulais reparler tout à l'heure, mais. Reza, tu veux dire, tu veux rajouter? Oui, justement, je voulais intervenir parce que, disons, dans un collectif antiraciste auquel j'appartiens, on avait déjà eu ce genre de débat. Mais disons que pour moi, le souci, en fait, même par rapport à une posture radicale, bien sûr, que beaucoup de personnes veulent acheter une association, c'est que, en fait, ça demande, en fait, en effet, peut-être un effort, enfin, une surcharge cognitive, en effet, et même théorique qui est très forte, qui est que on demande, en fait, à la fois, on va dire, à un expert, enfin, à un autoreprésentant, de venir en fait en tant que témoin des dysfonctionnements du système. On lui demande aussi un peu l'impossible, c'est-à-dire qu'on peut lui demander donc à la fois de porter en lui une réforme radicale dans le système qui nous opprime, mais en même temps, on va demander de lui en fait une performance qui est complètement inhumaine, c'est-à-dire qu'on va lui demander en plus d'agir comme s'il était capable en fait de discerner en lui toutes les oppressions qu'il a subies et de les retourner. Ce qui fait que, à la fois, en fait, enfin, ce que expliquait justement un collectif antiraciste marseillais, donc le collectif 1 plus 1 est égal à 1, que je tenais à le mentionner, que, oui, là tu connais, que c'est qu'au final, et d'ailleurs, je trouve que ça rejoint, en fait, que c'est même une démarche complètement néolibérale qu'on peut retrouver en entreprise, c'est-à-dire que on va se demander à des personnes qui avant étaient opprimées, donc pour les valoriser, en fait, paradoxalement, pour valoriser les personnes qui sont opprimées, on va leur demander en fait de se surpasser afin de pouvoir compenser cette oppression, mais au final, individuellement, ça va juste détruire la personne, car c'est un effort surhumain à demander, et c'est surtout une posture complètement individualisante qui, au final, n'aura pas de changement global. Enfin, ça rejoint la critique qu'on peut avoir une version dépolluée de l'intersectionnalité qui est juste en fait d'atomiser, on va dire, les relations sociales, qu'elles soient oppressives ou pas, avec les autres, sans proposer de solution. Par exemple, en fait, pour moi, il faudrait plutôt réfléchir. Enfin, disons que moi maintenant, tout ce qui est notion de privilège, etc., c'est des choses dont j'essaie un peu de me détourner. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est être plus de voir les trajectoires des personnes et de voir en fait qu'est-ce que c'est-à-dire que je considère que les gens sont des trajectoires et que même si les personnes sont opprimées, eh ben, je ne pense pas que demander l'impossible aux gens soit vraiment très pertinent. Moi, mon but serait plutôt de voir où est-ce que les personnes peuvent aller et si elles peuvent dévier un peu, ben oui, on peut proposer de faire un petit effort et d'essayer plutôt de combiner les petits efforts que pourrait faire chaque personne afin d'aboutir à un changement systémique. Par exemple, pour prendre exemple sur par exemple, le militantisme, notamment le militantisme nord aux États-Unis, bah, par exemple, des militants qui ont conscientisé le fait, par exemple, d'arrêter, par exemple, de demander des engagements plus courts aux militants, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans, et d'après laisser les militants travailler ou s'intégrer dans le système. Parce que, et de considérer qu'être radical, ce n'est pas passer sa vie à être radical, c'est plutôt participer ponctuellement en fait, à une sorte de mouvement, de vague, en fait, qui, elle, porterait la radicalité. Ce qui permettrait à la fois de permettre à chaque personne de pouvoir aussi survivre dans ce système donc, inégalitaire qui est le nôtre, et surtout un mouvement radical de pouvoir émerger. Oui, Régis. Ouais.
Non, là, on entre dans des trucs qui sont assez compliqués. Aujourd'hui. Donc voilà, en fait, là, c'est par quel bout les prendre. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des rapports de pouvoir internes aux communautés à partir du moment où elles veulent s'exprimer, évidemment. Est-ce que c'est une dérive, évidemment. Est-ce que c'est une fatalité? Moi, je pense pas. Enfin, je crois qu'on répond à des questions que quand on se les pose. Et d'ailleurs, ça c'est un truc important quand on se pose des questions sur comment, enfin, qu'est-ce que ça pourrait être la parole des dominés dans le débat public. C'est justement poser les questions que les dominants se posent pas. Et là-dessus, c'est pas besoin d'avoir bac+12. Hein. Donc en fait, voilà, dans tout ça, il y a un premier truc, c'est la question de ce qu'on appelle un savoir, en fait, parce que tant qu'on ne déconstruit pas ce qu'on appelle un savoir, en fait, on parle en pensant qu'on a une parole émancipatrice, mais en fait, on parle avec des mots qui nous oppriment, en fait. Parce que le présupposé qu'il y a derrière l'idée même de savoir, l'ensemble des présupposés, c'est de la merde en branche, en fait. C'est déjà un truc à distribuer des privilèges, quoi. Gros niveau d'abstraction, mais justement, on va être plus concret. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis souvent je sais pas comment appeler ça, des groupes de gens qui se prennent pour les intellectuels organiques de la classe ouvrière, quoi. Voilà. Et ils sont insupportables. Moi, j'ai envie de les pendre quand je les écoute. Et puis, en général, on se fout sur la gueule. Bon, ça n'arrête pas. Je sais pas comment ils m'ont pas complètement exclu, d'ailleurs. C'est une énigme. Mais moi, dans les trucs que je leur dis, c'est le savoir de l'ouvrier, c'est son mal au dos. C'est son mal au dos. Et sur le mal au dos, t'as rien à dire. Et surtout, si jamais tu commences à dire un truc qui, laisse à penser que ce mal au dos, c'est pas si important que ça, et bien en réalité, tu dis une connerie. Et donc, il vaut mieux que tu fermes ta gueule. Toi, l'intellectuel organique qui a bac+12 en sciences politiques. Parce que l'autorité ultime, c'est l'ouvrier avec son mal au dos. Et il te dit, non, mais de toute façon, tu peux bien dire ce que tu veux, mon gars. Moi, j'ai mal au dos parce que j'ai bossé toute la journée. Et ça, c'est un savoir. Sauf que dire que ça, c'est un savoir, en réalité, c'est quasiment inaudible de la part des gens qui prétendent parler parce qu'ils sont perchés en haut d'un savoir. Mais en fait, tu n'es pas perché en haut d'un savoir. Le savoir, c'est le savoir du corps, quoi. Et je crois que c'est Ija qui disait, par exemple, les parents d'enfants autistes, déjà, on peut leur dire comment une crise autistique, ça survient. Ben voilà. Et là, personne n'a rien à dire. Il n'y a aucun expert qui a le droit de dire quoi que ce soit face à ça. Parce que c'est pas une élaboration intellectuelle, quoi. Voilà. Donc, d'abord, un savoir, c'est ça. Après, ça s'élabore. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, justement, le truc, ça s'élabore, c'est que... et ça rejoint le problème c'est que si on ne l'élabore pas, ça oblige certaines personnes à être des superman, des surhommes, à aller dans les médias, etc. Et en fait, ça fait des sortes de, comment dire, de super-héros néolibéraux, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on veut. Voilà. Donc, comment ça s'élabore? Ça ne peut s'élaborer que collectivement. Voilà. Et il y a des outils pour ça, les groupes de pairs. Oui. Mais... Voilà. Et élaborer collectivement un savoir, ça, c'est faire science, en fait. Parce que quand on l'élabore collectivement, c'est la validation par le collectif qui vaut validation. C'est-à-dire, oui, ce que tu dis, je me reconnais dedans. Voilà. Et ça, c'est une administration de la preuve. Oui. Alors, ça se renforce, etc. Et là, je veux dire, il y a des trucs à inventer. Bon, voilà. Je m'arrêterai là. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai fait. Je suis dans un IME et je travaille avec des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont aucun diplôme. Et je pensais à ces registres par rapport au corps, je pensais aussi aux gestes, parce que j'ai vu des cuisiniers faire des gestes extrêmement précis
dans leur travail, des gestes que je serais incapable de maîtriser. Et j'ai vu aussi des salariés qui sont aides-soignants, qui sont moniteurs éducateurs, qui sont moniteurs MAA, je ne me rappelle plus du truc. Et en fait, sur des questionnements assez pointus, en fait, je leur ai juste exposé des modèles qui sont utilisés en psychologie du travail, en psychologie organisationnelle, de manière schématique. Et en fait, à partir de là, ils ont pu s'approprier ces mots-là et me dire exactement qu'est-ce qui déconnait en fait dans l'organisation. Et je me dis, si, ce serait peut-être ça en fait, entre guillemets, former enfin, si le mot, enfin, moi je ne sais pas quel mot mettre à la place, hein, donc j'utilise celui-là, faute d'en trouver un autre, mais sur l'idée de pouvoir, de donner en fait la capacité, enfin de donner, de rendre la capacité à parler en fait en tant qu'expert sur les thématiques qui nous concernent, ça serait peut-être justement à partir, donner en fait le langage tout simplement, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire « je travaille avec l'affect », moi je vais dire « ressenti émotionnel au travail ». C'est juste le mot académique. Peut-être justement sur… tu as plein d'autistes qui découvrent c'est quoi un meltdown, un shutdown, qui découvrent c'est quoi… des fois j'entends le terme décompensation comportementale. Enfin, le fait de connaître en fait c'est quoi les bons mots, ça va peut-être ça, la posture d'expert en fait. Enfin, le fait d'être en mesure d'élaborer avec un socle commun de langage. Parce que c'est quelque chose qui rend les choses… un langage commun, c'est ce qui va rendre la chose audible, en fait, avec des personnes qui ont le pouvoir sur ces choses-là. Oui, et du coup, comme dit Mélanie, justement, finalement, on retombe dans l'abstraction, évidemment. Parce que tu avais parlé aussi tout à l'heure des mots utilisés. Mais ça, justement, c'est le fait qu'on demande ça en société. Enfin, la société, elle est basée sur cette capacité-là à former un discours qui soit structuré et abstrait. Et c'est ce qui pose problème, justement, dans la notion d'inclusion, puisque dans la notion d'inclusion, on va dire que les personnes vont devenir citoyennes. On parle de capacitation citoyenne, donc faire capacité à être citoyen, mais en fait, cette citoyenneté, c'est ça, c'est parler de façon abstraite et structuré. Donc du coup, moi, en tout cas, nous, on essaye de réfléchir là-dessus justement pour que, je pense que de façon pragmatique, les personnes peuvent avoir, pour se rassembler, ont besoin de ce genre de langage, mais après, on doit rendre accessible aussi par d'autres formes de participation, c'est-à-dire c'est pas, si tu veux, l'expertise d'autisme, ça sera pas uniquement une expertise qui soit basée sur ce type de langage. J'espère en tout cas qu'il faut penser à… Attention, je ne parle pas de l'idée d'imposer un langage expert. Hein. Oui. Je dis juste de pouvoir avoir une base conceptuelle à laquelle on puisse s'identifier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un pouvoir sur cette base conceptuelle. Ça veut juste dire… il y a beaucoup de personnes à qui j'ai pu exposer sur des choses qui m'ont dit « Ah oui, d'accord, je comprends mieux. » Et « Ah oui, d'accord, du coup, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Et qui ont pu en fait désigner c'était quoi certaines problématiques. Et je me dis c'est plutôt une base conceptuelle. C'est pas… le truc, c'est qu'effectivement, d'un point de vue… c'est le gros souci sur lequel on revient depuis tout à l'heure, c'est cette espèce de déchirement en fait, entre utiliser le langage de ceux qui détiennent le pouvoir et l'idée de rendre accessible le plus possible. Pour moi, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire que il y a le problème aussi qui est qu'à partir du moment où quelqu'un n'utilise pas ce langage-là, il va être moins audible. Donc, soit on renverse complètement le système, et sincèrement, ce n'est pas demain que ça va arriver. Hein. Je suis désolée, je ne suis pas sociologue, je suis pragmatiste. Soit on outille les personnes qui souhaitent être outillées là-dessus. Je suis désolée, je ne suis peut-être pas… Non, mais c'est un petit peu énorme, même dans notre sein, parce qu'on a eu ça sur le Discord à plusieurs reprises. Et oui, vous connaissez mon positionnement sur ce sujet, mais ce n'est pas uniquement rapporté au champ de la santé mentale ou au champ de l'autisme. C'est quelque chose que j'expérimente aussi en travaillant avec des professionnels d'entretien, avec des professionnels qu'on appelle en psychologie du travail de basse qualification. Je n'aime pas ce terme. C'est encore un point de vue dominant. C'est
c'est l'idée qu'à partir du moment où juste il y a cette espèce de truc conceptuel qui permet d'élaborer ensuite, et là, les personnes, elles arrivent vraiment, c'est encore une fois que mon expérience, elles arrivent vraiment impressionnantes, quoi. Ouais, je rejoins, je rebondis sur ce que dit Mélodie, ça m'intéresse, et en même temps, j'essaye de suivre le chat aussi, ce que Oui, dit Catherine. Catherine depuis tout à l'heure, et je trouve ça vraiment, c'est tout à fait important ce que disent Antoine et Catherine, entre autres. En plus, je ne vous connais pas, donc pardon, mais c'est effectivement, et c'est ce que je disais en plus tout à l'heure en commençant, en disant attention à ne pas retomber dans l'écueil de ce qu'on dénonce. C'est quand même ce qu'on fait. Déjà, il y a un truc qui est manifeste, c'est que prennent majoritairement la parole les personnes qui ont l'habitude de la prendre, enfin, entre guillemets, je vois au moins Mélodie et moi, je sais que voilà, on est dans le champ de la recherche, de machin, on sait s'exprimer, on a l'habitude de prendre la parole en public, ça s'entend. Enfin, il y a des trucs où ça se voit et c'est des marqueurs importants. Et moi, j'ai encore ce truc toujours de. Pareil, je sais que c'est un discours, hein, j'ai du mal à appliquer tout ce que je dis comme tout le monde, mais il y a encore ce truc de. Je vois l'idée de lisser, je mets entre guillemets, c'est pas ça que tu dis, Mélodie, hein, je veux pas, mais entre guillemets, de lisser, d'avoir une base de discours commun pour qu'on puisse tous, pour qu'on puisse s'entendre. Et en même temps, c'est toujours le même problème. Moi, je suis pas trop partisane de. En fait, les dominants ne nous écoutent pas depuis des lustres. Je vois pas pourquoi on devrait se rendre accessible pour eux. Moi, je trouve qu'il y a un côté presque sympa à être dans un, entre guillemets, un entre-soi subalterne. Ça a ses limites politiquement, hein, on s'entend. Mais je veux dire, il y a presque un truc où ce que disait tout à l'heure Régis notamment, Mélodie aussi, t'en parlais un peu. Enfin, oui, tu avais lancé ça, c'était hyper intéressant, le truc du corps et du geste. C'est que pour moi, c'est un peu aussi le langage des secrets, d'être capable de justement ne pas avoir les bons mots. Pourquoi chercher à un moment. Nous, on fait ça dans notre taf. Je veux dire, en tant que chercheur, je vois Mickaël aussi qui rebondit beaucoup voilà, dans le chat, dans la socio. Voilà, on a des cases catégorielles, on a des termes et tout. Mais moi, je sais que par exemple, dans le champ du soin psychiatrique, je sais pas, dans l'autisme, comment vous sentez le truc, je veux bien que vous m'en parliez, mais moi, je sais que sur la médication addicto ou psychiatrique, c'est essayer d'exprimer des ressentis communs. Et ça, j'aime bien cette idée justement que ce ne soit pas intellectualisable. Par exemple, de dire, je sais pas, j'ai rigolé hier, donc je vous ai dit, j'ai vu mon psy, je suis passée au Xapa, hein, tout bidule, et je vois un collègue, un camarade toxico, et qui me dit, ah, je sors de chez le psy, il me dit, il faut prendre du Théralène. Et on était deux à côté, on a eu le même réflexe. Et en fait, lui, il a fait un geste, l'autre personne, et moi, j'ai fait une mimique, mais personne n'avait les mots. Mais juste en même temps, on a fait, ah, le Théralène, ça fait un effet. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris du Théralène ici, mais c'est juste, ça fait un espèce d'effet. Je ne peux même pas le décrire, c'est cotonneux, c'est un truc. Et en fait, on n'arrive pas à le dire parce qu'il n'y a pas de terme pour ça. Je pense que dans un truc un manuel de psychiatrie, il y a des termes précis, biologiques, pour dire le Théralène, ça fait tel truc dans le cerveau. Moi, je sais juste que ça. J'ai fait cette tête-là, parce que du coup, là, j'ai la caméra. Pour moi, le Théralène, ça fait genre ça. Genre. Et le gars. Ce que tu pourras prendre. Et le gars à côté de moi, il a fait un truc physique, genre, il a désigné une espèce de flottement avec son corps, genre le Théralène, ça fait comme. Enfin, et je veux dire, moi, je trouve ça important, en fait, ces moments-là qui sont en dehors de toute rationalisation du langage, justement. Juste de dire, ben, est-ce que. Et là, on s'est compris, on était trois, on ne se connaît pas. On a juste balancé un mot au milieu de la foule, là, Théralène. Et d'un coup, corporellement et gestuellement, on était juste tous les trois capables de se comprendre sur ce que ça signifie et sur ce que. Et je trouve qu'il y a quand même ce truc-là qu'il faut garder et dont, moi, j'avoue, encore une fois, là, c'est mes tensions internes, mais ce que dit Catherine aussi très bien et Antoine depuis tout à l'heure, c'est que dont je m'éloigne, notamment parce que j'ai une autre sphère, une autre partie de ma vie où je dois intellectualiser, où je dois rationaliser, où je dois me suradapter linguistiquement et que là, j'arrive plus à parler, entre guillemets, à trop vouloir en être, on est pire que ceux qu'on dénonce, quoi. Et moi, je pense au contraire que plutôt qu'avoir un langage commun, vulgarisé, accessible, parfois, c'est bien d'avoir un non-langage, en fait. Juste ce que disait Régis sur le corps des ouvriers. Je veux dire, moi, j'ai une hernie discale avant 25 ans parce que je taffe depuis que j'en ai 17. Parce que, je veux dire, on sait ce que ça veut dire une hernie discale L4, L5 à 25 ans. Les gens qui ont, ils savent, ça veut dire quoi. Les gens qui ont mal au ventre parce qu'ils sont en phobique scolaire, ils savent ce que ça fait. Les gens qui prennent du Théralène, ils savent ce que ça fait. Les gens qui prennent des opiacés, ils savent ce que ça fait. Il n'y a pas besoin d'avoir le DSM-5 dans la tête pour s'expliquer là-dessus, en fait. Et je trouve que c'est les endroits où on a mal. Vous savez, cette expression d'enfant, quand vous êtes petit et que vous dites à vos parents ou à quelqu'un, un adulte, j'ai mal,
et que l'adulte vous dit où est-ce que tu as mal. Et souvenez-vous, quand on était petit, on était incapable de dire le lieu de notre souffrance. Et en plus, ce terme-là, il a un double sens, quoi. L'endroit de notre souffrance. On disait « Ah, j'ai mal partout !» Mais t'as mal où? Mais j'ai mal partout. Et moi, je trouve que c'est ça, c'est de dire qu'on puisse être capable de partager, de cartographier corporellement le fait que moi, j'ai mal là. Toi, tu me comprends. Là, j'ai une hernie discale, tu sais ce que ça veut dire. Là, le terralène, ça me fait des flottements comme ça, tu sais. Enfin, et voilà, je voulais juste dire que je pense que c'est important, effectivement, non pas d'essayer de se hisser au langage des dominants, mais au contraire de rester dans le nôtre, en Oui. fait, au maximum. Moi, je pensais aussi à élargir en notre sein d'abord, ouais, peut-être aussi. Oui. Mais oui, c'est ce que je voulais dire. Mais sinon, Catherine, tu peux t'exprimer, parce que là, il nous reste à peu près 5-10 minutes. Donc, Oui, bonjour, vous m'entendez? Attends, j'arrive. Hein. on Voilà. t'entend. Pardon, j'ai un petit peu pas mal de soucis avec le. J'ai pas trouvé lever la main. Et j'ai essayé tous les boutons. Et non, je voulais juste revenir parce que pour moi, c'est. D'abord, vous voyez, j'avais pas compris qu'on pouvait prendre la parole. Donc, vous avez parlé d'experts. Et moi, je me sens pas expert en quoi que ce soit. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, j'ai rien à dire, du coup, puisque je suis pas expert. Et c'est une réaction que j'ai comme ça, quasi instantanée. Et ensuite, je dois dire que depuis que je fais des formations à cléotiste, vous êtes un peu spécialiste, j'ai quand même été obligée de prendre un espèce d'agenda. À chaque fois que j'entends un mot que je comprends pas, je le note. Au début, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de flipper, on prend pas un trop gros, quoi, tu vois. Et puis, en fait, non, le ES, il est déjà quasiment tout rempli, il y en a partout. Et il y a des trucs, je ne peux même pas, prendre la définition sur Internet parce que, tu vois, néolibéralisme, tu peux pas noter la définition en 3 mots, finalement. Je viens d'apprendre que néolibéralisme, voilà, systémique, voilà, tu peux pas. En fait, ségrégation, ça va bien, mais voilà. Et en fait, il y a des phrases que vous dites, je voulais les collectionner parce qu'elles sont quand même extraordinaires, parce qu'elles ont tellement de mots savants qu'elles n'ont plus de sens, en fait. Tu peux passer ton temps à décrypter que, effectivement, c'est hyper savant, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça ne veut plus rien dire au bout d'un moment, en fait, parce que il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus il y a plus rien dedans, en fait, il n'y a plus de vie, enfin, je trouve, il n'y a plus de vie. Et c'est piégeux. Alors, moi, quand j'ai passé mon test autistique, mon QI, j'ai pas voulu savoir le résultat parce que je n'avais pas envie d'un chiffre, d'avoir un chiffre collé sur mon front toute ma vie. Donc, je les ai suppliés de ne pas me donner le résultat. Ils n'ont quand même pas pu s'empêcher de me dire qu'au niveau vocabulaire, c'était un pic de compétence chez moi. Et tu vois, là, en fait, vous êtes largement tous, voilà, je sais, voilà, c'est stratosphérique, en fait, votre façon de parler. Et donc, je trouve que c'est difficile. Moi, ça me demande de m'accrocher, quoi. J'ai de la bouteille. J'ai vachement d'expérience de gamelle et donc du coup j'ai un côté un peu à m'accrocher sur certaines choses, mais là par exemple moi perso je trouve ça c'est difficile pour moi en fait, ça me demande vraiment vous êtes difficile à suivre les cocos hein. Vous êtes vraiment difficile à suivre et voilà c'est juste ça que je voulais témoigner. Parce que tout à l'heure, quand même, Mélodie, tu nous l'as fait, mais vraiment, alors, elle était magnifique, celui-là. Donc, du coup, tant que je décrypte le truc, parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la définition, j'étais obligée de le... Tu sais, le grec, là, le serpent qui se mord la tête, là, est épistémique, là. Donc, j'ai laissé épistémique pour... Ah, l'Ouroboros. Voilà, l'Ouroboros, là, tu vois, quand tu l'as sorti, genre le truc. C'est une de mes expressions préférées, en plus. J'ai fait pause et donc j'ai commencé. En plus, c'était l'Ouroboros épistémique. C'était pas n'importe lequel, hein, il était épistémique. Tu vois. Donc moi, j'ai voulu faire un raccourci pour taper tout, tu vois, sur alors Wikipédia, Larousse, le petit Robert sont tous morts, hein, parce qu'il a fallu qu'en fait je fasse d'abord Ouroboros pour voir que c'était un dessin d'un serpent, hein, du grec, et puis épistémique, c'était tellement, tu vois, voilà. Donc j'ai compris que c'était un problème. En fait, j'ai eu du mal à comprendre ce que tu voulais dire. Donc je me suis dit, oui, finalement, le fait qui se mord la queue. Voilà, le fait de se dire comment on démonte un système, on utilise le système, on n'a pas le choix, mais on n'est pas le système. Voilà, c'est toute la petite nuance que moi je porte. Et j'ai l'impression que quand on commence à trop parler comme ça, on devient le système. Donc, c'est compliqué d'être le système et de vouloir le démonter. L'utiliser, on n'a pas le choix, parce que sinon on devient marginal et on part tous dans une maison en autosuffisance mais le jour où on est malade, on aura quand même besoin d'un médecin, donc on va retourner vers le système. Donc, voilà, je voulais juste te dire ça. Et
ta réponse de ton serpent qui se mord la tête, j'ai pu comprendre que c'était une éternelle problématique, en fait. C'est ça que ça voulait dire, je pense. Voilà. Donc, c'est Oui, tout. c'est ça. Je suis sincèrement désolée, c'est quelque chose qu'on me reproche assez souvent et enfin, en fait, moi, ça me demande beaucoup d'énergie d'adapter mon langage. J'ai beaucoup de difficultés à le faire. Je ne fais pas exprès, c'est pas une. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu fais très très bien de le souligner parce que c'est quelque chose qu'on me fait remarquer assez souvent que j'ai tendance à utiliser un peu un langage, même quand il s'agit de sigles, hein, je parle en sigles très souvent. J'ai beaucoup de j'ai beaucoup de difficultés oui, à ne pas utiliser des mots savants. Et tu as tout à fait raison. On est dans le système, mais on n'est pas le système. Et le système a cette dimension très matrixante, comme je disais tout à l'heure dans la discussion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dedans et où on peut jouer un rôle d'acteur dedans, c'est assez rapidement, on en vient à normaliser pas mal de choses qu'on peut voir. Enfin, soit on le fait de façon inconsciente, soit au bout d'un moment, parce que très sincèrement, ça m'est arrivé de me dire ah oui, mais certains trucs, par exemple, la désinstitutionnalisation, oui, mais quand il y a ça, c'est peut-être moins possible, en fait. Et ça m'est arrivé de remettre en cause des trucs que je défendais auparavant, parce qu'à force d'être dans certains trucs, et en particulier dans l'institution, parce que c'est là que je suis actuellement, et d'utiliser les termes et de fréquenter que des gens qui sont dedans, on en vient aussi à normaliser des choses qu'on n'a pas normalisées auparavant, parce qu'on est passé du côté de ceux qui ont un pouvoir, en fait. Oui, je pense que c'est ce que tu dis, c'est ça le fait d'être le système. C'est-à-dire que se servir du système, je pense qu'il y a un moment donné, quand on est confronté à certains professionnels ou quand on va être confronté à des têtes pensantes ou qui se réfugient derrière ce vocabulaire-là et qui se stigmatisent en positive derrière ce vocabulaire-là parce que ça leur donne une dimension d'expert, entre guillemets, supérieure, et que l'expert va leur mettre en question parce qu'il est expert. Voilà. Et donc, du coup, ça empêche tous les autres de pouvoir avancer. Donc, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir faire front ou pour avoir une résistance vis-à-vis de ces personnes-là, d'utiliser ce langage que vous utilisez à merveille, mais à un moment donné, ça ne doit pas devenir votre langue naturelle, en fait. Ça ne doit pas être votre langue maternelle. Votre langue maternelle, ça doit être la nôtre, en fait. Ouais, alors, ça doit être un langage que vous apprenez pour aller parler à l'ennemi, entre guillemets. Ça doit rester le langage de l'ennemi pour moi. Et, je voudrais juste rebondir sur… Oui, Pardon? non, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Non, vas-y, parce que de toute façon, je parle toujours trop. Alors... Oui, mais on parle tous trop. Non, je voulais juste rebondir sur cette histoire de langue maternelle. En fait, moi, c'est pour être vraiment prosaïque, quoi. Enfin, prosaïque, non, pour être concret terre à terre, moi, c'est ma langue maternelle, en fait. Parce que je fais de la recherche depuis 20 ans, parce que, voilà. Et c'est pas juste un langage… c'est pas juste un langage comme un autre, en fait, c'est le langage… c'est le vocabulaire technique qui est utilisé pour réaliser un certain nombre d'opérations techniques. Voilà. C'est comme par exemple, le vocabulaire de la menuiserie, il est extrêmement riche. Si on veut faire correctement de la menuiserie, il faut avoir les mots qui désignent les choses, il faut avoir les mots qui désignent les techniques, tout ça. Donc voilà. Alors, c'est les deux trucs. Enfin, les deux trucs, c'est ça. C'est que d'abord, moi, et puis je dis moi parce que je pense pas que je sois du tout le seul, c'est ma langue naturelle à tel point que, comme Mélodie, hein, si je veux parler les choses différemment, ça me demande un sureffort. Voilà, en fait, c'est dur. Et du coup, quand je suis dans des situations comme ça, moi, je donne une instruction très claire, c'est que dès que je dérape, que ça semble hors sol ou n'importe quoi, il faut m'engueuler et me dire maintenant, tu redis concrètement ce que tu viens de dire, quoi. Tu vois. Ça, voilà, en tant que formateur, c'est comme ça que je commence par dire, j'adore qu'on me coupe la parole et qu'on me dise que ça va pas. Parce que voilà, en fait, il faut s'entraider là-dedans, tout simplement. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à trop parler de trucs de menuiserie super techniques, il faut rappeler au mec qui parle, ouais, non, mais attends, moi, je suis pas menuisier. Et ça, c'est une façon de faire alliance aussi, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, on parlait aussi du DICPOP, c'est-à-dire que les outils de l'ennemi, c'est… Alors,
les outils de l'ennemi, c'est aussi ce qui lui permet d'être puissant. C'est-à-dire ça ne lui donne pas juste un pouvoir au sens de pouvoir faire des choses aux autres, ça lui donne un pouvoir au sens de super pouvoir. Oui. Et du coup, rentrer dans ce vocabulaire technique, c'est comme ça qu'on acquiert son pouvoir au sens pouvoir de faire des trucs. Et le battre à son propre jeu. Donc à cette dimension-là, et là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué de dire on va arrêter d'employer ce vocabulaire-là, parce que c'est pas un vocabulaire qui est là posé. C'est pas juste un vocabulaire qui est là posé arbitrairement pour exclure les gens. C'est comme le vocabulaire du menuisier, c'est parce que pour réaliser un certain nombre d'opérations techniques, eh ben, il faut avoir les mots qui désignent ces techniques. Voilà. C'est Oui, pas, si je puis me permettre. Non, pardon. Oui, je suis d'accord. Pour te répondre juste, hein, je suis d'accord avec toi, mais moi, je ne parle pas tant de ton vocabulaire de menuisier quand je parle du vocabulaire de l'ennemi. Je parle du vocabulaire qui continue après dans une conversation à être très, très dense et sur un très haut niveau, comme j'en plaisante, hein, Mélodie, mais l'Ouroboros, je trouve que c'est un très bon exemple, si tu veux. Voilà, c'est les déviances qu'il y a avec cette chose-là. Par exemple, tu peux être dans ton atelier de menuiserie et parler menuiserie dans ton atelier de menuiserie, mais si un jour tu vas acheter une commode à Conforama, que tu tombes sur le vendeur et que tu lui sors tout le dialogue de menuisier pour juste dire au vendeur qu'il n'y connaît rien et que ce n'est pas lui qui va te conseiller une commode, là ça pose un problème. Et je trouve que c'est à ça auquel il faut faire attention. Mais bien sûr que je pense qu'effectivement, c'est important. C'est important d'avoir ce vocabulaire-là. Mais soit vous allez être 4 à partir avec votre petite lampe de poche à l'aventure, et puis nous, on va rester derrière à vous regarder et à vous encourager. Soit vous essayez d'embarquer du monde, et à ce moment-là, vous êtes un peu... il faut réfléchir, quoi. Moi, je témoigne juste d'une difficulté que j'ai et aussi d'une appréhension parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas experte et je n'ai pas l'intention de le devenir un jour en quoi que ce soit. Voilà, donc je veux bien essayer pour le moment de faire mon petit agenda pour comprendre certains mots parce que je trouve que c'est une occasion aussi d'améliorer mon vocabulaire, mais pas me mettre à parler comme ça. Jamais, je ne veux pas, voilà, parce que moi je ne suis pas experte, donc je n'ai pas besoin, voilà, je n'en ai pas besoin. Mélanie, oui. Voilà, c'était juste un témoignage de ça, voilà. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, si je peux me permettre, Catherine, de te répondre, enfin pas te répondre d'ailleurs, c'est discuter avec toi, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, ça rejoint ce que j'essayais de dire de tout à l'heure et que du coup je vais dire de manière autre, parce que je l'ai dit sans doute aussi avec un jargon, c'est que effectivement, c'est à vouloir... Enfin, de toute façon, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, parce que ce serait de la paraphrase. Enfin, tu l'as dit très bien, effectivement. Je pense que ce langage-là, il faut l'avoir avec les dominants pour des intérêts, effectivement, stratégiques, politiques, et que le reste du temps, il faut faire attention. Et je pense qu'on est exactement, précisément, c'est pour ça que ta remarque, elle est hyper importante, c'est qu'on est précisément en train de faire ce qu'on dénonce. Enfin, c'est un peu le thème depuis tout à l'heure, et en même temps, c'est intéressant de voir comment c'est facile de glisser là-dedans, sans le vouloir, sans vouloir être oppressant, ou voilà, sans qu'il y ait de trucs. Après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Régis, même si c'est intéressant tout ce que vous disiez, mais le parallèle avec la menuiserie, je rejoins un peu Catherine sur ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose, c'est que le langage du menuisier, c'est pas un langage de dominant, il va pas t'oppresser. À la limite, c'est un savoir technique qui fait que contextuellement, dans une discussion précise, tu vas un peu être largué parce qu'effectivement, tu n'auras pas les bons termes sur les trucs techniques, tu vois. Mais ça va pas t'opprimer politiquement et socialement de pas avoir un vocabulaire de menuiserie. Alors que nous, le vocabulaire qu'on a, c'est un vocabulaire qui est connoté effectivement politiquement quand même de façon dominante et qui est plus important. Et comme je le disais tout à l'heure, que je râle sur le fait que je ne vois pas pourquoi on devrait essayer de faire entre guillemets de la lèche aux dominants et pourquoi est-ce qu'on devrait faire en sorte qu'ils nous reconnaissent, etc. Je me l'applique à moi et dans l'autre sens aussi, et à nous, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on a intégré
un langage dominant et une façon d'être dominante, alors c'est à nous de faire attention. Moi, je pars du principe que ce n'est pas aux autres de nous dire... alors, s'ils le font parce qu'à un moment, on ne se rend vraiment pas compte, ok, mais moi, je ne suis pas trop d'accord pour que ce soit aux autres de nous dire oh là là, attention, là, tu digresses. Enfin, c'est... Toi, par exemple, que depuis tout à l'heure dans le chat, parce que ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes qu'il y a des gens qui disent moi, je décroche, je ne comprends pas quand vous parlez. C'est ok de le dire et du coup, on fait attention. Mais moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'ils aient dû nous le dire, en fait. Et je suis navrée de ne pas m'en être rendu compte. Parce que depuis tout à l'heure, j'avoue, on dit des trucs, c'est inaccessible pour peut-être les 3/4 des personnes qui sont là. Et on est 35, on est un samedi après-midi, on passe un beau moment. Je suis hyper contente d'être là. Ça a l'air d'être... Tout est sympa. Et sauf que c'est sympa pour nous, mais qu'apparemment, c'est pas sympa pour la moitié des personnes depuis plus d'une demi-heure. Et ça, c'est pas normal, en fait. Et moi, je trouve pas ça normal qu'on ait dû nous le dire. Et donc, on va pas partir dans des trucs d'autoflagellation. C'est pas la question, mais c'est de dire il faut qu'on fasse attention. Et ça, c'est un enjeu aussi politique des luttes. C'est ce qu'on dit aussi depuis tout à l'heure, c'est que ça n'a pas de sens si à un moment, on se bat contre quelque chose qu'on est en train de reproduire en interne. Et ça rejoint toutes les discussions qu'on a depuis tout à l'heure. Et je pense qu'il faut faire vraiment très attention à ça et que c'est à nous de faire attention, puisque là, c'est nous qui sommes en situation de privilège et de domination. Moi, c'est comme pour être un homme, être blanc, être hétéro, être valide, être neurotypique. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes dans une situation de privilège, de monopole et de domination, c'est à nous de faire attention, pas aux autres, quoi. Donc, je présente mes excuses à tous celles et ceux qui n'ont pas parfois pu suivre à cause de nous et du langage qu'on avait. Et j'espère qu'on fera plus attention pour la suite et les prochaines fois. Et voilà, ça permet de lever le voile sur... du coup, la discussion est illustrée. Et, voilà. Et merci infiniment à celles et ceux qui ont fait la remarque. Et voilà, c'était nécessaire de le faire. Merci. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est un enjeu de toute façon, en général. Mais du coup, il faudrait conclure. Donc, les personnes qui veulent intervenir. Oui, par contre, Thibaut, avant de conclure, est-ce qu'on pourrait laisser la parole à Mélanie qui n'a pas pu s'exprimer? Oui, Mélanie. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. C'était un peu décousu ce que j'avais à dire, mais je voulais quand même essayer de prendre la parole parce que justement, ça répond assez à ce que tu viens de dire, Léna, mais en fait, moi, je suis assez mal à l'aise de voir... Enfin, en fait, j'ai aussi plutôt une facilité à m'exprimer. Je travaille dans le milieu de la psychiatrie, donc j'ai le cul complètement entre deux chaises et c'est très difficile pour moi. Et en fait, j'avais, je pense, deux choses à dire, mais la première, c'est que je trouve ça, et c'est pas du tout une critique contre toi, mais en fait, je trouve que c'est à nous, et en même temps, je trouve très condescendant de se flageller, même si c'est pas le but de ça, mais je trouve ça très condescendant, en fait, de dire « Ah mais oui, c'est vrai, on emploie des mots difficiles, il faut pas qu'on le fasse. Ah bah oui, c'est vrai. » En fait, du coup, je trouve que de présenter ça comme ça creuse l'écart, et ça dit « Oui, oui, il faut qu'on vous laisse de la place. » Mais en fait, c'est pas tellement ça l'idée. La place, elle doit être prise par tout le monde, et je pense qu'il faut se mettre en retrait. Mais que de dire on va faire de la place, c'est... Ouais, je trouve ça condescendant. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et d'un autre côté, voilà, pour moi aussi, ayant grandi dans un milieu où le langage était facile, circulait de cette manière-là, et a été pour moi facile à acquérir. Et là, on est sur un complètement autre niveau. Je trouve que en fait, ça participe aussi de ce sentiment de non-légitimité, en tout cas qui a été le mien, ça c'est plutôt Mélodie, mais qui parlait du fait de travailler avec des personnes autistes, ou même toi Léna, mais avec des personnes concernées, en étant soi-même concerné, en ayant la crédibilité et le bon langage, et en même temps en ayant des choses à dire sur un plan complètement personnel et pas du tout, qui ne se veut pas du tout universel. Et je trouve que ça n'aide pas du tout à obtenir l'aide dont on a besoin, voire même à accepter qu'on a besoin d'aide, et à mettre ça en place. Enfin voilà, je n'ouvre pas un autre débat, mais j'avais besoin de le dire parce que je trouve que du coup, les besoins sont différents, mais ils sont peut-être tout aussi présents à un autre niveau. Et voilà. Merci pour ton retour. Je m'excuse si je me suis mal exprimée. Non, c'était pas du tout pour attaquer ça. C'était vraiment... Non, et puis de toute façon, si tu l'as ressenti comme ça, c'est que c'est le cas, donc il n'y a pas de problème. Tu fais bien de le dire. Mais je trouve que justement, le parallèle avec les mecs blancs, cis, etc., je navigue beaucoup dans des communautés queer, et c'est vrai qu'en fait,
l'idée que si j'entendais, en fait, c'est ça qui m'a fait tiquer, c'est je me dis, si j'entendais un mec blanc cis me dire, ah bah non, mais attends, c'est vrai que je devrais pas faire ça, je le sais, pourtant je vais te laisser la place, ça me rendrait folle, en fait. Ouais, j'avoue. Et Non, du j'avoue. coup, je n'ai toujours pas la réponse sur comment on trouve cet équilibre-là, mais ça me paraît pas non plus être ce chemin-là. Alors, je sais pas quel chemin, mais Non, non, t'as raison. C'est là de faire voilà. ce parallèle-là, ça me parle direct. Ouais, Mm. ok. Ouais. Mm, mm. Mais puisqu'on est plutôt sur le moment de conclure un peu, enfin de toute façon, on va pas, en fait, on peut pas casser des structures de domination qui passent par nous sans qu'on le veuille, parce que c'est ça le truc, et qui auront 2 siècles ou 3 siècles de consolidation historique, hein, parce qu'en fait, ce dont on est en train de parler, c'est ce que le système scolaire nous a fait. Hein. Le système scolaire, il nous a distribué dans des positions comme ça, où il y en a qui ont le droit de parler, d'autres pas. Bon, voilà. Oui, Ça je sert vois à ça. ça. Et non, enfin, je termine. Ce que moi, il me semble que ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut outiller, parce que là, sinon, on va passer 2 heures à se regarder dans le blanc des yeux en disant ouais, on est désolé, on a, voilà. Et puis alors vous allez nous dire ouais, mais quand même c'est condescendant d'être désolé, et on va pas en sortir. Ce qu'il faut, c'est l'outiller, c'est-à-dire c'est quoi les outils dont on se dote pour sortir de ce merdier, quoi, parce que c'est clairement un merdier. Voilà. Mais du coup, peut-être de manière transitionnelle, je trouve qu'en fait, Cléotis le fait assez bien, du coup, de ce que j'ai constaté depuis quelques mois que je suis dans l'association, dans le sens où, à mon avis, ça part de donner chacun ses besoins et arriver à exprimer ce dont on a besoin pour penser un cadre ensemble, en fait. Voilà. Peut-être. Qui peut des fois projet. Voilà. Non, c'est l'idée du communauté, justement, des gens avant le projet, justement. Faire des groupes de pairs, c'est ça. Hein. C'est Voilà. faire des groupes où les plus savants, ils font juste ils installent les tables et les chaises et ils prennent les notes, ils font le secrétariat et les autres, ils font le vrai boulot. Quoi. Alors, en vrai, ça c'est compliqué aussi. Oui. Voilà. Et puis surtout, et puis du coup, il y a la construction collective d'un savoir, parce que c'est de ça qu'on est venu parler. Il y a la construction collective d'un savoir, et comme elle est collective, justement, elle n'est plus juste le truc subjectif de quelqu'un, donc ça devient un savoir au sens que la société l'entend, et ce savoir-là, il peut être mis dans l'espace public. Et il n'appartient pas à quelqu'un en particulier, ça devient un truc collectif. Enfin, j'espère que je ne jargonne pas. Hein, non, et du coup, Lisa, tu veux terminer? Oui, donc pour conclure, j'avais déjà commencé à en parler dans le chat, mais justement, dans le chat, je parlais d'un exemple de réunion qui se posait aussi ce genre de questions, où on avait par exemple la problématique, je crois qu'il y avait un professeur d'université qui monopolisait tellement la parole en fait qu'il a passé une demi-heure à parler, on va dire. Et c'est vrai que en fait, je pense aussi que c'est peut-être un peu prétentieux de notre part de vouloir considérer que maintenant on va lancer donc cette réflexion sur comment construire notre savoir. Je sais très bien qu'actuellement, depuis des années, il y a déjà en fait des autistes qui travaillent dessus, qui sont simplement ils sont dans leur coin, qui ne sont pas forcément organisés comme nous, mais qui ont déjà développé en fait des techniques, des méthodes de régulation ou même ou même un savoir en fait concernant justement tout ce qui est au débat. Et justement, peut-être qu'on devrait tout simplement, pour conclure, essayer d'accueillir donc ces démarches qui existent déjà, plutôt que de considérer qu'elle doit forcément venir de nous. Ce serait une manière de valoriser ce qui existe déjà. Oui, pas refaire la roue. Enfin, oui. C'est ça, parce que techniquement, je considère que, compte tenu de la situation politique de la communauté autistique en France, en fait, c'est vrai qu'on a très peu de ressources, pas beaucoup de reconnaissance. Donc, je pense qu'il faudrait mieux, d'un point de vue stratégie, s'appuyer sur ce qui existe déjà. Sachant qu'il y a déjà des choses qui existent. Il y a déjà des collectifs. Et même se tourner vers des collectifs autistes ou des non politisés, même. Et essayer de voir si on ne pourrait pas intégrer ça dans notre asso. Oui, c'est vrai. Mais on a un apport justement de personnes de différents horizons et donc justement ça permet de faire ça aussi.
Donc, du coup, je pense qu'on peut arrêter là. En tout cas, même c'était Christelle aussi qui avait donné des idées, mais on a répondu en fait Mm. on part de ces idées pour lancer la réflexion sur l'auto-représentation ou même la péridance. Donc, c'est très bien. Euh, on a, on voit que le langage, effectivement, c'est ce qui passe au travers de notre un peu toutes nos problématiques. C'est pas de la psychanalyse, mais c'est vrai que le langage est quand même important. Clémence, d'ailleurs, avait donné ça aussi sur le Discord. Elle avait aussi abordé cette question sur le langage. Et donc, ça aidera à compléter cette réflexion si vous lisez son PDF. Euh, et donc, du coup, maintenant, on va faire une petite pause. En tout cas, merci, Elena, d'avoir participé. C'était vraiment un honneur Bravo. pour nous. Merci. Pour moi, surtout, merci beaucoup, beaucoup. Et de toute façon, on reste en contact aussi pour Bien sûr. toute Bien sûr. autre intervention, même juste pour la suite, on va dire. Voilà. Donc, on va avoir une pause maintenant et on va passer plutôt à l'aspect administratif de l'association. Et ensuite, il y aura un moment convivial. Je vais simplifier pour pas que ça soit trop chiant, mais vous avez les documents déjà disponibles. Et après, il y aura une autre conférence qui là sera peut-être plus accessible parce que on parlera plus de la culture et des choses simples en termes de cinéma ou de séries télé. Et donc, ça nous parlera peut-être plus. Voilà. Merci. Donc, merci Elina en tout cas. Et Gilles, aussi, si tu veux, tu pourras aussi présenter ce que tu faisais plus en détail dans une autre, pour le pôle scientifique, par exemple, pour une autre intervention. Mais j'enverrai le lien peut-être pour résumer un peu le cadre scientifique. Euh, et donc, voilà. Donc, on peut prendre une pause de 5 minutes, 10 minutes et après, on repart sur rapidement les rapports et les statuts. Bon après-midi. La pause, c'est 5 ou c'est 10? 10 minutes. Merci. On va manger un peu, donc je dirais à Pierre que je te dirais qu'on aura terminé. J'ai assez de rap normalement.